Salut Jimmy. Salut Marussia, comment ça va? Ça va bien et toi? Bonne année 2026. Ben oui, c'est la première fois qu'on retourne en Enfin. cette début d'année 2026. Au mois d'avril. Mais nous avons arrêté si longtemps pour une très bonne raison. Oui, bon, c'est pas la seule raison, mais... C'est la meilleure raison du monde. C'est la meilleure raison, effectivement. Et c'est la seule raison positive pour laquelle on a arrêté, c'est que je suis devenue maman d'un troisième bébé qui est né en décembre. Voilà, donc maman d'un petit bébé, ça demande du temps, de l'attention, mais tout va bien. Tout va bien. Félicitations. Merci beaucoup. Et puis, on a eu aussi quelques changements parce qu'on est dans un autre décor, là. Voilà, un nouveau studio, on a dû déménager et puis ce sont des choses qui arrivent. Hein. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un setup temporaire. J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'abonnés pendant notre absence. Je pense qu'ils sont fidèles. J'espère. Et je pense que le contenu qu'on apporte reste attirant. Intéressant, voilà. Donc, le setup est temporaire, mais ça va encore changer. Hein? On va toujours essayer de s'améliorer et d'apporter le meilleur. Et on a appris beaucoup de choses. Hein? Énormément de choses. Hein? Ça a été une belle année, très éducative pour moi aussi, hein, de faire ces podcasts. J'ai beaucoup appris sur l'humain et sur tous les sujets que nous avons abordés. Moi, ça a même changé ma perspective sur certaines choses. C'est vrai? Ouais. Sur lesquelles? Les finances, j'avais déjà dit, je pense. Sur l'Afrique aussi, tu vois, le fait qu'on avait eu des chouettes intervenants. Xavier Rouget, notamment. Oui, c'est ça. Il y a certaines choses comme ça qui m'ont... Mais on aura le temps d'aller plus en détail. Les finances, je serais curieux de savoir ce que cette émission apportait à une femme. Je suis pauvre maintenant. ou non, justement, j'économise. Non, je rigole. Mais la dernière fois, on avait une belle action. J'ai vu ça, c'était très bien, franchement, c'était très bien pensé. Ouais. Et alors, quels sont les résultats de cette donation? Écoute, je pense que c'était positif. C'est pas comme si on avait eu des centaines, même si on a encouragé les gens à venir, mais on a eu des personnes. Et en fait, notre donateur m'avait dit quelque chose de très pertinent. Et je le remercie encore d'avoir donné aux personnes qui sont venues l'opportunité d'avoir des invendus pour pouvoir faire un repas de Noël. S'il nous regarde, merci. Hein, on va le taguer dans la vidéo. Mais en fait, il m'avait dit, il suffit que d'une personne et on a déjà réussi notre mission. Donc, on a eu plus d'une personne et donc c'était que du positif. Voilà, comme on l'avait promis, Agree to Disagree travaille aussi avec des magasins, des chaînes alimentaires. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, pour les fêtes de Noël, il y avait un partenariat avec les magasins Deleuze pour fournir des invendus à des personnes dans le besoin. Voilà. Pour résumer. Donc, les personnes qui en ont eu besoin, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que, Noël était un peu plus engayé, hein, on dit ça, engayé, cette année. Et on espère joyeux pour vous. Et on espère que l'année prochaine, on aura encore l'opportunité de le faire. Très belle action, en tout cas, et il y en aura d'autres, je l'espère. Et pour continuer sur les belles actions, Agree to Disagree n'était pas directement impliqué, mais via moi, oui. Nous avons aussi envoyé beaucoup d'équipements sportifs pour le football, notamment en Guinée et au Togo. Donc la prochaine fois, j'amènerai les photos de ce qu'on a envoyé. Avec plaisir. Et les enfants étaient très contents et très joyeux d'avoir reçu tous ces équipements-là. Donc on tient nos promesses en fait. Hein. On tient nos promesses. On continue, on redonne ce qu'on reçoit. Voilà. Pour le moment, c'est surtout beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Exactement. Je ne peux pas citer le nom de la personne qui m'a aidé dans ça, ni le club, je ne sais pas, je n'aurais pas encore demandé la permission. Mais pour la prochaine émission, je le ferai. Et il y a d'autres lots qui vont aussi repartir en Afrique. Donc on espère. Voilà. Hein, continuer à aider les gens. En tout cas qui nous regardent et qui nous soutiennent. Donc continuez à liker, à mettre des pouces, à vous abonner, à nous contacter. Alors cette émission, on arrive en fait à un Q&A parce qu'on a eu 3 émissions. On a eu 3 émissions et comme à chaque 3 émissions, on fait un Q&A. Questions-réponses. Ouais. Questions and answers.
Ouais. Q&A. Parce que c'était la première émission, c'était la beauté des femmes et l'appropriation culturelle, les 3 C'est ça. derniers. Ouais. Puis on a eu l'image de l'Afrique et les médias occidentaux, pour C'est pas ça. toujours cette image misérabiliste. Ouais. Et puis on a eu grandir avec un parent seul. Seul. Pourquoi les hommes sont toujours... On va peut-être commencer là. On va Ouais, discuter de ces 3-là. Cette dernière était quand même mon coup de cœur. Bon, malheureusement, on a eu un petit problème technique, donc on n'a pas pu le diffuser sur nos plateformes visuelles, mais sur les plateformes audio, Oui. on aurait pu le faire. Donc, pour récapituler, Oui, sa parole. mais en fait, en réécoutant l'émission, j'étais moi-même choquée, j'étais perplexe, et j'étais émue. Donc, Ouais, c'était vraiment une belle émission. Ça m'a beaucoup ému aussi. Et je pense que ce jour-là, tous les invités ont parlé avec leur cœur. oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte du moment. Allez, on s'est rendu compte que c'était émotif au moment même. Ouais. Mais le fait de le revivre en tant que tierce personne, voilà, c'était dommage qu'on n'a pas eu le visuel, mais l'audio vaut sûrement la peine. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir. Mais on en rediscute. Ouais, d'ailleurs, nous présentons nos excuses à nos invités pour ce petit problème technique. Ouais, en plus, ils étaient tous beaux. Franchement. Ils étaient tous beaux, tous apprêtés. On espère qu'on retrouvera ce qui doit être trouvé. Mais oui. Peut-être. Mais en attendant, écoutez l'audio parce que ça vaut la peine. Il y avait quand même clairement deux camps, hein. Toujours comme ça, quand il y a opposition de genre et surtout opposition des plus beaux métiers du monde, papa et maman. C'est ça. Et ça aussi, je me suis rendu compte. Je me dis, en fait, les camps qu'il y a eu, c'est des gens qui étaient concernés par leur enfant. Exactement. Et je me dis, en fait... l'éducation et l'avenir de leur enfant. On se bat, en fait, pour la même chose. On parle peut-être pas le même langage, Non. on se bat pas avec les mêmes armes. Mais je crois que la chose commune parmi toutes ces personnes, c'est d'apporter, j'aime pas dire une plus belle enfance, parce que je peux pas dire que les personnes n'ont pas eu une belle enfance, mais une meilleure enfance ou plus d'opportunités que eux n'ont pas eu à leurs enfants. Oui, c'est ça. Et surtout, je pense aussi pas répéter des schémas déjà vécus, ne pas transmettre Exactement. les traumas un peu. Bah, malheureusement, sans le vouloir, parfois on les répète. Oui, oui. Donc, l'effet miroir, je ne sais pas. Oui. C'est plus du domaine de la psychologie. Je ne suis pas psy, malheureusement. On avait une psy quand même ce jour-là. Ouais, c'est vrai. On avait un beau public. On avait des intervenants intéressants. Est-ce qu'il y a un commentaire, toi, particulier sur lequel tu veux... Quand j'ai pu regarder les questions que nous avons pu recevoir, la première question m'a interpellé parce que c'est « N'y a-t-il pas une volonté des femmes de garder un contrôle ou de soumettre une pression par le biais des enfants lorsqu'il y a séparation ?» Bon, ici c'est écrit « femme », ça pourrait être « homme ». Donc on ne va pas faire d'amalgame. Donc, je pense que le débat n'est plus là. La conclusion, c'est qu'on se bat pour les enfants. Voilà, c'est ça. Non, moi je suis d'accord. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup quand en fait on instrumentalise les enfants. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Non, pour moi, jamais une bonne chose. Exactement. Ouais. Et les seuls qui en souffrent, c'est toujours les enfants. Ce sont les enfants eux-mêmes. Donc, je pense que quand il y a des process comme ça qui se mettent en route de séparation, instrumentaliser l'enfant, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire. Ouais, c'est créer j'appelle ça un peu vulgairement, je dis vulgairement dans le sens commun, hein. La définition de langage vulgaire, c'est ça. Donc, vous pouvez aller vérifier. Oui. C'est un peu créer des bombes à retardement, selon moi. Là, les enfants encaissent, accumulent. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prépuberté, la puberté, l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que, boum, la bombe prend. Ou plus tard. Oui, ou plus tard. En général, il vaut mieux à ce moment-là qu'il y ait encore un contrôle. Parce que si c'est plus tard et que l'enfant est déjà adulte... Et en plus, honnêtement, ma fille à 12 ans va avoir 13. Donc, elle est... ado, jeune ado, c'est horrible. Donc imaginez-vous dans un contexte difficile où l'enfant est instrumentalisé. Et puis ils sont assez malins, tu sais, assez malins, ils assez ressentent vite. les choses. Ouais. Ils ressentent les choses. Et s'ils en jouent, un peu mieux qu'à notre époque, je trouve. Ils en jouent plus que nous, en tout cas. Oui. Ouf. Ils savent où tirer, où laisser aller le cordon. Ouais, c'est ça. Sur quelle corde émotionnelle. Ils sont très intelligents, très éveillés. Ouais. C'est ce qu'on appelle la génération Z. Oui,
Ne m'en parle pas. Yeah, ils voient tout sur les écrans. Mais en plus, apparemment, les ados maintenant, comme ma fille, ce serait la génération alpha. C'est même plus... c'est-à-dire c'est ceux qui naissent... parce que je pense que Z, c'est ceux qui naissent jusque 2010. Ouais, après 2010, ils ne les ont pas encore observés. Et ce serait la génération alpha. Si c'est la même définition que les men alpha. Bonne chance aux parents, bonne chance à nous. On ne va plus faire d'enfants. Non, je rigole. Je rigole. Pour moi, en fait, là, c'est très clair. Effectivement, ça existe. Et ça ne devrait pas exister. Oui, mais parfois, on le fait consciemment, parfois inconsciemment. Parfois, c'est compliqué parce que c'est du cas par cas. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas plus dans notre rôle de femme ou homme, vexé, allez, je veux dire compagnon, compagnie. Je dirais même plus de rôle humain, égaux. Égaux, et on oublie en fait le rôle parental. Égoïste, égocentrique, tout ce qui commence par égo. Ouais. Et le rôle parental va en deuxième plan, alors que justement... on parle là, mais c'est difficile hein, quand tu es toi-même dans la situation. Là, on analyse un peu à distance, mais c'est compliqué quand même au moment même. Hein. C'est très compliqué. Et puis, comme on parlait dans l'émission, il y a des distinctions à faire. Que ça, il y a des pères ou des mères qui ont, dans la séparation, qui ont complètement démissionné, qui vivent leur vie avec leur nouvelle compagne ou nouveau compagnon et qui ne veulent rien savoir des enfants ou qui n'aident pas ou qui ne cherchent pas à les voir, tu vois. Et puis, il y a ces compagnons, ces pères ou mères qui sont impliqués malgré la séparation, qui veulent aller chercher à l'école, qui veulent ne pas avoir un week-end sur deux, avoir plus, etc. Et parfois, on ne leur octroie pas. Oui, c'est ça. Mais il faut que les deux parties soient au même niveau. Hein. Parce que c'est ça, en fait, le langage. Le problème, c'est que dans une séparation, il y a une troisième partie. Les enfants. Non, il y a un quatrième alors. Qu'on appelle le juge, la loi. Tu vois ? Et le danger aujourd'hui, et je trouve que c'est un sujet dont peut-être qu'on abordera un jour, qu'on ne parle pas assez, c'est l'aliénation parentale, qui est une vraie maladie. Il y a des personnes qui deviennent fous ou folles parce qu'on les empêche de voir leurs enfants, parce que leurs enfants sont dans un autre pays, et ça tourne en dépression et en burn-out. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça va évoluer ? Parce que je veux dire, le rôle de papa ou actif, parce qu'on parle principalement des pères, hein, parce que les mères ont leurs droits, voire même plus. Ce qui amène à la deuxième question, c'est bien que tu en parles, parce que j'ai trouvé ça vraiment très révélateur. Ne sommes-nous pas dans un système conservateur dans lequel les hommes sont vus comme étant incapables de s'occuper des enfants ? Oui, mais ce rôle de papa actif, il est récent. Il est pas... Qu'est-ce que ça veut dire récent ? Mais je veux dire, les papas qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants, je veux dire, l'époque de nos parents, c'était inexistant. Moi, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu, surtout un peu avant Covid, comme ça, ou quand le fait de rester à la maison ensemble, je l'ai vu, on va dire, de façon plus médiatisée. Mais moi, j'ai une autre pensée. Est-ce que le féminisme n'a pas aussi permis cette expansion du rôle du père actif, comme tu appelles ? Oui, peut-être. Parce que si maman travaille autant de temps que papa pour gagner autant, etc., si je n'ai pas là, mais à autant d'activités, à un moment, les tâches doivent être partagées. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Mais bon, on va dire que la justice, c'est toujours en retard sur la société. La justice est conservatrice et la justice fonctionne beaucoup aussi avec... comment on appelle ça encore lorsque un verdict est rendu... Jurisprudence. Oui. Tu vois ? Oui. Donc plus il y aura des jurisprudences ou des conclusions rendues, des jugements en faveur des parents, des pères, et plus peut-être un juge se dira dans ce cas-ci, on a la jurisprudence famille un tel qui était le même cas, tu vois. Oui, sauf qu'en Belgique, jurisprudence, c'est je pense la troisième source de loi en fait. La première source de loi, c'est les articles. Les articles de loi, l'élaboration. Oui. Mais est-ce qu'on va mettre en place des lois où on va se dire un père a autant de droits qu'une mère ? Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, là, la justice, elle est en retard. Pas tant que ça en Belgique.
Belgique est un pays un peu ouvert. Un peu ouvert. Des bonnes chances avec les Allemands. Mais je pense que... Avec les Anglais, bonne les chance. Espagnols, c'est encore mieux. Tu vois, ils sont en avance. Les Espagnols sont plus ouverts. Ils sont ouverts dans tout. Mais c'est ça. Donc, je veux dire, on est meilleur par rapport aux pays, on va dire, nordiques. Mais par rapport aux pays sudistes, on va dire, sudistes Europe. Hein, parce qu'on n'est pas... Il y a de la marge. Hein. Ouais. Ben, c'est ce que dit la question. On est encore un peu dans ce conservatisme où on se dit papa peut pas faire à manger, papa peut pas amener à l'école, papa peut pas amener aux activités, papa peut pas attendre. C'est un peu réducteur. Hein. Oui, et je pense que ça vit aussi. Tu sais, on avait... La toute première émission, on avait parlé de déconstruire certaines habitudes, certaines normes, etc. Juste pour donner un exemple, moi, un jour, j'ai dit à mon mari, je dis, oui, si on se sépare, les enfants partent avec moi. Et il m'a dit alors, oui, mais tu te rends pas compte, ils font partie de mon quotidien aussi. Hein. Bah oui, je me rappelle, oui. Il a tout à fait raison. Et là, je me suis... Bon, on n'est pas dans cette situation, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était assez égoïste et que moi, en fait, naturellement... Je me dis, je pars avec mes enfants. Parce que quelque part, tu sais que si tu pars avec les enfants et que vous vous retrouvez devant un juge, tu auras plus de chances que lui. Oui, mais je parle plus aussi du côté émotionnel. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, il voulait dire la même chose pour lui qu'il veut dire pour moi. Tu comprends ? Oui, il en a besoin autant que moi. Tout autant que moi. Ils font partie de son quotidien. Quand il se lève, il les voit aussi, il leur donne à manger aussi. Exactement. Et moi, j'avais l'impression que émotionnellement, j'étais plus liée. Mais en fait, c'est très égoïste. Ils ont besoin des deux parties. Des deux parties. Les deux parties. Et donc, oui, et là, c'était bien, dans mon sphère privée, de me rendre compte qu'en fait, te dire je pars avec mes enfants... Ben non, c'est pas la réalité. C'est pas tes enfants. Ouais, ce sont nos enfants. C'est pas une propriété. Vos enfants. Oui. Éviter les amalgames et les incompris. Mais on est assez d'accord en fait, hein. Tu vois, mais ça c'était une position que je n'avais pas moi le jour de l'émission. Ça en la réécoutant et en voyant autour de toi. Mais le rôle de père, j'ai pas envie d'utiliser le mot évoluer parce que, comme tu dis, il faut déconstruire. Moi, par exemple, à la maison, je cuisine, je fais la vaisselle. Mais j'ai vu mon père le faire aussi. Ouais. Quand ma mère revenait fatiguée, mon père, il passait à la cuisine, tu vois. Mais si tu dis ça à d'autres familles ou d'autres personnes, ils vont se dire, c'est pas normal, chacun son rôle, tu vois. Le rôle de la femme, c'est dans la cuisine ou la place de la femme, la fameuse phrase là. Mais non, je pense qu'il faut évoluer, il n'y a pas de place appropriée pour maman ou pour papa. Les deux rôles doivent être partagés. Et la représentation doit se faire partout pour les enfants surtout. C'est ça. C'est équité que tu disais, pas égalité mais équité, plus équilibre. Ouais. Non, bonne conclusion pour cette phrase-là. Voilà. Hein, pour cette question-là. On a été d'accord sur ça. Hein, mais oui, mais je t'ai dit qu'on a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. C'est bien, je vois. Et je pense qu'un troisième enfant m'a un peu adouci. Alors dès qu'il y a le quatrième, ce sera parfait. C'est ça quoi. Je deviens docile comme pas possible. Donc finalement, on peut dire qu'un homme capable n'est-il pas celui qui peut subvenir aux besoins et au bonheur de ses enfants contre vent et marée. Ouais, moi je dirais capable, c'est à définir. Tu sais, quand on parlait des relations et tout, comme tu parles un peu de ta relation, ton équilibre, il est à définir entre deux personnes. C'est ça, exactement. Et c'est à toi de voir quand tu rencontres une personne définie capable. Ben, peut-être que pour moi, capable, c'est de réparer l'ampoule et puis c'est tout. Non, mais je parle dans la relation père, mère, enfant. Enfant. Ouais. Oui, mais c'est ça. Et pour moi, ça se définit dans ton sphère privée, comme on a dit, dans ta petite famille nucléaire. Cuisine. Oui, voilà. Et, mais c'est déjà une bonne définition. Hein. Subvenir aux besoins et aux bonheurs des enfants et contre vents et marées. Et puis, il y a des mères aussi, pour revenir à la dernière émission qu'on a faite. Là, c'était l'exemple d'une maman qui était partie et le papa a pris ce rôle de jouer les deux rôles avec la bonne assistance de sa fille aînée qui était un peu plus âgée, qui a aidé, mais je pense que parfois on ne voit pas ce rôle aussi que certains pères sont soumis à faire.
Mais maintenant que tu reviens avec cette fille aînée, et justement, on avait le grand frère et le petit frère qui avaient déjà pas la même perspective. Qui n'avaient pas la même... La même, il y avait le même vécu, mais pas la même description, le même ressenti. Oui, c'est ça. Et il disait, en fait, si la sœur, elle est là, elle aussi va peut-être donner son ressenti, parce que très jeune, elle a dû endosser le rôle de petite maman. Tu sais quoi, comme on lance le sujet, je sais qu'elle regarde. Ce qu'il regarde, on va le réinviter, on va faire un partout avec, cette fois, sans problème technique. On espère. Mais on peut le tirer bien plus large. Hein. Tu vois, très jeune, avoir des rôles qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a pas... qu'on nous impose. Ouais. Tu vois, par la force des choses. Que malgré nous, ça peut être par la force des choses. On parlait là tout à l'heure que mon petit joue au foot. Tu vois, il y a des jeunes aujourd'hui, très jeunes, on recrute des joueurs de foot. Des parents très jeunes mettent de l'espoir dans des jeunes pour subvenir aux besoins financiers de toute une famille. C'est vrai, c'est la pas pression des grosses... aussi parfois mise sur des enfants. Ouais. Voilà. Et ce rôle de fille aînée, tu le connais aussi. Ah oui, je le connais. C'est aussi une bonne interlocutrice pour parler de ton vécu. Et c'est pas toujours idéal. Bien sûr que non, à qui le dis-tu ? Voilà, c'est de le porter, c'est pas... Mais je parlais des jeunes joueurs de foot, il y a sûrement encore d'autres situations quand tu endosses un rôle. Déjà, peut-être que tu n'as pas envie, tu n'as pas les épaules. Et le rôle le plus difficile que j'ai pu voir, c'est quand l'enfant joue le rôle du parent pour le parent. Ouais. Ça, je crois que c'est le plus difficile pour un enfant. Et puis malgré eux, ça peut être parce qu'ils sont malades, tu vois. Oui, ça je suis d'accord, mais parfois parce que le parent est juste dans un état mental qui fait que l'enfant doit endosser beaucoup de responsabilités, amener les petits frères à l'école, les préparer, etc., s'oublier. Oui. Tu vois, ça, je mais pense moi, j'ai un cas en plus d'amis. Donc le mari est déjà pas... Allez, c'est déjà fini. La mère s'est déjà remariée 2-3 fois après cette première union. Elle a 2 enfants de grands, 19 et 17. Ouais. Et en fait, la jeune fille de 17 ans s'est rebellée contre sa mère. Et a dit, écoute, si toi tu continues à te marier, si toi tu continues à faire des enfants, c'est pas pour que moi je vienne assumer, tu vois. Parce que la mère voulait que les enfants après, je pense, 10 et 8... que la grande s'en occupe pendant qu'elle était occupée avec un nouveau mari. C'est pour ça que j'avais un prof de philosophie à l'UNIF qui parlait souvent de rôle et de statut. Dans une relation donnée, dans une situation, quel est ton rôle et quel est ton statut ? Qu'est-ce que tu vas faire prévaloir ? Ton rôle ou ton statut ? Mais là, c'est même pas son rôle et son statut pour cette petite fille. Hein. Non, la maman. Ah oui, pour la maman. Elle fait prévaloir son statut d'épouse plutôt que son rôle de maman. Tu vois ? Oui, effectivement. Mais bon sujet peut-être un sujet à aborder, voilà. À développer. Je pense que dans la communauté afro-européenne, c'est intéressant. Exactement. Bon, clôture là-dessus ou... Bon, clôture là-dessus. Tu as quelque chose à rajouter ? Non. Non, moi non plus. Je pense qu'un des sujets serait l'aliénation parentale. C'est une maladie dont on parle peu. Il y a beaucoup de nouvelles maladies, burn-out, bore-out, brown-out. Brown-out, je n'avais pas encore entendu. Tu vois, tout ça dérive du burn-out. Mais l'aliénation parentale, qui pour moi est une maladie vieille comme le monde, on en parle peu. En Belgique, il y a eu des cas, mais on ne va pas en parler pour ne pas casser le moral de nos auditeurs. On en parlera à ce moment-là. Mais, par exemple, en Allemagne, il y a un papa à Hambourg qui avait été chercher son enfant chez la maman et qui était à l'aéroport, qui a conduit sur le tarmac après l'avion. Tu vois, il y a plein d'histoires. C'est incroyable. Ouais. Je pense qu'en Belgique, tu ne peux pas quitter le pays sans l'accord du père ou de la mère. Moi, je connais qui l'ont fait, malgré qu'il y avait une restriction judiciaire. Hein. C'est à l'aéroport, ils n'ont pas toujours le réflexe de demander. Bon, ok, c'est pas encore un monde parfait. Non. On y travaille. Mais la parentalité tout court, en fait. Tu as dit une phrase extraordinaire tout à l'heure, c'est que ça dépend de toi et de ton compagnon et du prisme que vous voulez amener d'abord dans votre couple et puis votre parentalité. Ouais. Ça dépend de tout ça pour moi. Oui, mais parce que je me rends aussi compte que, par exemple, la parentalité, même si on essaye d'avoir l'équilibre et l'équité et tout dans le couple,
ça reste très différent pour un homme et une femme, tout simplement parce qu'on est bâtis, créés différemment. Oui, aussi beaucoup, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même culture, ton bagage, on n'a pas tous les mêmes parents. Effectivement. Et parfois même étant du même milieu, du même ethnie, du même pays, éducation, c'est compliqué. Alors imagine quand il y a déjà des différences. Ah oui, c'est compliqué. Venant du couple mixte, parce qu'on en avait parlé, du métissage, justement, issus de parents immigrés, ça reste complexe. Très complexe. Mais ça aussi, ce serait un bon sujet à voir. On a des idées. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Hein? On est de nouveau chaud pour 2026. D'ailleurs, on garde en fait notre rendez-vous. Tous les derniers jeudis du mois, on reprend là. On va faire au mieux. On va faire au mieux. Hein? On reste... Dépendant de notre réalisateur et producteur, Charlie, que vous ne voyez jamais. On l'embrasse. C'est ça. Makassi. Hein? Restez fort. C'est jeu de mots quand même là. Je rigole. Ceux qui comprennent. Ok, on passe sur l'émission du Congo. Qui t'a vraiment marqué. Mais moi j'ai bien aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé la phrase que Xavier nous avait dit, parce qu'on avait demandé, on parlait d'ethnie, on parlait de l'Afrique, etc. Et on était tous un peu afro-descendants. Et on a demandé à Xavier, mais toi tu viens d'où ? Et il a dit, moi, je suis homo sapiens. Moi, c'était une phrase qui m'avait marquée, que j'avais déjà qui était déjà présente dans ma tête, parce que je lis un livre, Homo sapiens, qui parle en fait de l'humanité, on va dire, de façon raccourcie. Mais je regarde aussi beaucoup de podcasts et d'extraits, etc. Et beaucoup de gens parlent de race. Et je veux revenir en fait là-dessus, c'est qu'en fait, c'est complètement faux de dire différentes races. Il n'y a qu'une race, et c'est la race humaine, et c'est les homo sapiens. Maintenant, on peut parler de culture, d'ethnie, mais il n'y a qu'une race. C'est la race humaine et les homo sapiens. Donc, les gens qui disent que tu n'es pas de ma race, tu n'es pas... C'est faux. Et Xavier l'avait très bien résumé en disant « Moi, je suis homo sapiens ». Les restes, c'est des détails. C'est comme si on mettait des boucles d'oreilles, etc., en plus ou en moins. Mais au final, on reste. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Et je trouvais ça très, très chouette qu'un Européen qui a le privilège, en fait, beaucoup de privilèges, en tant que, mais qui, quand même, se dit, moi, je ne vais pas faire usage de mon privilège. Non, moi, je suis homo sapiens. Je vous rappelle qu'en fait, on l'est tous. Le monde serait vraiment plus facile et plus conciliant si tout le monde pensait comme ça. Aussi. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi sur les réseaux qui maintenant font la propagande pour le panafricanisme, etc., etc. J'ai toujours pas compris ce que c'était. T'as déjà entendu ? Le panafricanisme, c'est régner l'Afrique, les afrodescendants, mais jusque quand est-ce que tu es afrodescendant ? Parce que c'est pertinent. Les métis, les carterons, jusque quand tu es afrodescendant ? Et au final, on est tous afrodescendants parce qu'on est homo sapiens. Tu comprends ? Oui, je comprends. Donc, jusque quand, dans la ligne du temps, on... Je comprends ta logique, mais bon, là, il faut des études de sociologie, anthropologie, etc., pour comprendre. Mais tout ça vient aussi même pas d'une dérive historique, mais ça revient de l'histoire où beaucoup d'Africains pensent qu'ils n'ont pas eu la place qu'ils auraient dû avoir ou aimaient avoir. Et c'est là que naît tout ce panafricanisme pour prendre peut-être cette place qu'on aurait dû ou faire les choses autrement. Et reprendre cette place en Afrique alors ? Un peu partout. Un peu partout. Le panafricanisme, c'est pas qu'en Afrique. Il se développe un peu partout. Mais je comprends pas trop. J'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus et peut-être que c'est moi et mon niveau de compréhension. Ou peut-être que je suis trop ouvert parce que les métis sont des panafricains, mais alors est-ce que inconsciemment, on leur demande de renoncer à leur côté européen ? Et puis quoi, après la deuxième, la troisième génération de métissage, les Marocains qui ont vécu 6 siècles d'esclavage qui étaient noirs, voilà, après... je crois que c'est un bon sujet, on va inviter des panafricains. Il y en a à Bruxelles. Donc, je n'ai pas encore su me situer si je suis panafricaine. Parce que déjà, si on parle de race et qu'on dit la race africaine, comme je viens de dire, ça n'existe pas. C'est biologiquement incorrect. Il n'y a même pas de débat là-dessus.
te confirme ou... Non, mais je comprends la distinction que tu veux faire entre la science, la biologie. Et comme tu as dit, il y a aussi l'histoire, la culture, etc., qui différencient. Et je pense que le panafricanisme cherche aussi à s'insérer dans le monde au niveau historique et culturel. Oui, mais ça, pour moi, c'est plus correct. De dire culturellement, on a un point commun, on a des racines communes, on a une histoire commune. Culturellement, on est vraiment différents. Je ne sais pas si tu as vu le film de Denzel Washington, je ne sais pas si c'est Sinner, où il n'y a que des Noirs, principalement que des Noirs. C'est Michael B. Jordan. Oui, mais le réalisateur ou le producteur, c'est Denzel Washington. Ah ok, je ne savais pas. C'est lui qui l'a fait. Et il a eu beaucoup de critiques parce que les gens ont dit « mais il n'y a que des Noirs dans ton film, est-ce que ce n'est pas de la discrimination ?» Il a dit « non, ce n'est pas de la discrimination, c'est des différences culturelles. » Il dit « quand je te parle de pain chaud un samedi sur tes cheveux crépus, l'odeur du pain chaud pour lisser tes cheveux, pour aller à l'église, je peux te le dire dans n'importe quelle langue, tu ne vas pas comprendre, c'est culturel. » Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film Sinner aussi parce que pour moi, j'ai beaucoup appris. Par exemple, l'allégorie du vampire. Je ne savais pas que, pour moi, le vampire, quand je regardais Entretien avec un vampire avant et tout ça, ce n'était pas beaucoup lié aux Africains ou afro-descendants. Mais dans Sinner, tu vois qu'il y a aussi tout ça. Dans la culture afro. Voilà, les gens le vivent aussi. Et le lien avec la religion, les prières, etc. Oui. Donc j'ai beaucoup aimé culturellement, je trouve que c'était vraiment bien fait. Mais c'est ça, c'est que culturellement, moi c'est un Afro-Américain, donc en fait, nous on est Afro-Européens, donc en fait, il y a beaucoup on est en distance, on est très loin l'un de l'autre, on n'a pas la même histoire, nous on sait d'où on vient d'Afrique, on a encore nos racines bien ancrées en Afrique, eux ne l'ont plus, mais le fait de parler de ce peigne chaud, directement je me suis dit, c'est vrai que culturellement on a allez, tu pourras le raconter à n'importe quelle autre personne européenne, caucasien, on va dire, elle ne va pas comprendre. Oui, mais je crois que c'est un apprentissage pour un peu tout le monde. Après, il y a eu une émergence, un moment, je pense, c'était aux alentours 2017-2018, de films pro-africains, pro-noirs, esclavagisme, etc. 12 ans d'esclavage, etc. Et tu parlais de Sinners, qui était produit ou réalisé par Denzel Washington. Mais tous ces films-là qu'on a vus passer, qui faisaient l'apologie ou l'histoire du peuple afro-américain, c'est B-Production. Et tu sais qui est derrière B-Production? Tu m'avais dit Brad Pitt. C'est Brad Pitt. Tu vois, donc, parfois, tu vois, ce n'est pas que nous qui cherchons à restaurer l'histoire. Tu vois, d'autres s'y intéressent et ils se disent, bon, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte et dans leur ordre et donner cette vue, cette place que nous, on n'a pas eu. Non, effectivement. Tu parlais tout à l'heure de la Z Generation et Alpha Generation. On ne sait pas si c'est Alpha, mais... Oui, mais il faut avoir des choses que nous, on n'a pas vues culturellement, qu'on n'a pas eues, qu'on n'a même pas pu s'identifier. Toutes les langues, là, s'identifier, tu vois. Et je trouve ça génial qu'il y ait des films comme Sinners ou d'autres films comme ça qui rétablissent un peu des faits et des choses historiques. Oui, et qui apprennent. Mais de nouveau, c'est culturel. C'est des différences culturelles, pas raciales. Non, moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, c'est la race humaine. Oui. Donc il m'a touchée. Ouais. Et de rien avant, quand je regarde un podcast ou un extrait ou sur quelqu'un qui me parle sur le panafricanisme ou etc. Parce que j'ai vu aussi des débats sur des gens, par exemple, des Caraïbes, donc des gens qui ne savaient pas plus d'où ils venaient. Est-ce qu'ils étaient différents des vrais Africains? Tu vois, où est la limite? Parce qu'eux ne se considèrent pas Africains. Il y avait beaucoup de débats sur ça. Peut-être intéressant d'en discuter parce que... les Afro-Européens, pour moi, nous, on tire un peu plus aussi vers les Caraïbes parce qu'on est déjà la deuxième génération, on est déjà plus ouvert d'esprit, on n'aura pas, on va dire, cette culture brute que nos parents ont eue, qui sont nés dans leur
termes, tu vois, on va dire, d'origine. Tu vois, je sais pas, peut-être un débat à avoir. Ouais, je trouve très bien d'inviter des personnes qui sont plus à l'aise ou plus connaissent mieux le sujet que nous. Oui, c'est ça. Comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Mais, allez, de nouveau, c'est très flou. Hein, allez, pour moi, hein, encore aujourd'hui, c'est encore très flou. Donc, je suis ouvert on ne peut pas inviter Kémy Seba. Je ne pense pas qu'il viendrait, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont calées, sur le sujet. Voilà. Mais j'ai vu en France que c'était un sujet très booming. Maintenant que tu en parles, surtout avec le fait qu'il y ait, je pense, 2 villes en France, dans la région parisienne, qui ont des maires d'origine africaine. Donc, très bien. Soulève tout ça, en fait. Oui, bien sûr que c'est très bien, mais ça soulève tout ça, tu vois. Dire, ouais, mais Saint-Denis, c'est une ville de Noirs. Non, ça reste la banlieue parisienne, ça reste la France, tu vois. Donc, c'est tout ce monde qui évolue dans ce bon sens qui frappe et qui font remonter beaucoup de sujets. Ouais. Et de questions. Donc voilà, pour moi, les gens ou les podcasts où on commence par dire c'est une question de race, ils sont discrédités. Je le dis tout de suite, discrédités. Il n'y a que la race humaine qui existe et on est tous... De toute façon, moi, une personne qui fait la différence ou qui est raciste, je lui dis toujours, t'as le physique de tes opinions. Ouais. Moche. C'est tout. Ce que tu dis est moche, ça te ressemble. Ouais, mais en plus, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il n'était pas très beau. Ben voilà. Pour moi, une personne qui pense comme ça, le physique de ses opinions, c'est tout. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, qui t'est resté j'aurais aimé on est en contact, hein, je vois qu'il est encore en Afrique pour l'instant. Il a fait le Congo, et là, j'ai vu qu'il était dans un autre pays, je ne sais plus lequel. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit qu'il y a tant de guerres, etc. Il avait dit une phrase importante, c'est que la forêt congolaise est l'un des derniers poumons du monde. Ouais. Tu vois ? C'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que c'est une phrase très importante qui a le mérite d'être dit, mais qui n'a pas encore le mérite d'exister. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger ça ? Qu'est-ce qu'on fait pour... On parle beaucoup de choses négatives, néfastes, du nucléaire, de l'arme nucléaire, de ci, de ça, des choses qui peuvent détruire le monde ou faire du mal à d'autres. Mais on ne parle jamais de ce qui peut faire du bien. Et ce qui peut faire du bien, c'est la nature, la forêt, les arbres. Est-ce que c'est pas conscient qu'on éloigne les gens vers... Moi, j'ai l'impression que c'est consciemment qu'on nous tire vers des informations ou des nouvelles. C'est conscient parce qu'il faut des faiseurs d'opinion. Et ces faiseurs d'opinion vont dans ce sens-là. Il faudra aussi des faiseurs d'opinion qui vont dans l'autre sens. Mais est-ce que c'est bénéfique pour la société qu'on a aujourd'hui ? La société d'aujourd'hui est bâtie sur la peur. S'il n'y a plus d'arbres, s'il n'y a plus rien, société ou pas société, on part tous. Hein. Oui, je sais, mais pourtant, les médias et tout n'est pas axé là-dessus. Il y avait Youth for Climate ou je ne sais plus quoi. Tu vois, les manifestations pour l'écologie, le milieu, etc. Combien de temps ça a duré ? C'est tout des trucs éphémères. Ouais, j'ai l'impression que ce qui perdure, c'est la négativité, les guerres, les conflits, la faim, l'économie qui va mal. Ça, on peut en parler pendant, tu vois, la santé qui va mal. On peut en parler pendant des semaines. Des semaines. Mais des choses qui nous raccrochent à la vie... Choses vitales, primordiales. Ouais. C'est éphémère. Ouais. Tu vois, on fait deux, trois manifestations pour l'écologie et puis hop, ça part. Justement, moi, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin quand on sait que la forêt congolaise du Congo est le dernier poumon du monde? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger cette forêt? Qu'est-ce qu'on fait pour... On a des Xavier. Hein? On a des Xavier. Ouais, mais Xavier, je ne dirais pas qu'il est isolé, mais il y en a combien des Xavier? Oui, pas beaucoup. Tu vois? Pas assez. Voilà. Mais comme on n'a pas assez de personnes qui font du bien autour d'eux. C'est ça qui est dommage. Est-ce qu'on a fait encore un appel à tous nos auditeurs justement à soutenir le projet de Xavier? On remettra sa page Instagram parce qu'à notre échelle, il n'y a que ça qu'on peut faire. Oui, c'est vrai. Mais ce sont des choses vitales dont on ne parle pas assez. Il n'y a pas assez d'informations. Ou beaucoup de désinformation, c'est compliqué.
Pourtant, on a eu beaucoup de likes quand même sur cette vidéo. Oui, parce que quand tu en parles, les gens écoutent et se rendent compte qu'on a tous besoin de respirer pour vivre. Hein. Donc, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait le lendemain sur ça? Qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Moi, je relance. C'est ce que moi je fais. Et je pense que l'humain est profondément bon et profondément protecteur pour son prochain. Tu parlais du Covid tout à l'heure. OK, il y a eu une obligation de masque à un moment donné, mais beaucoup de gens s'y sont soumis. Parce qu'ils savent. Est-ce que c'est la bonté de l'être humain, ça? C'est de la protection individuelle et la protection d'autrui. Mais est-ce que c'est de la bonté? Vouloir protéger les autres, c'est de la bonté. Parce que socialement, on voit quand même que, en fait, quand c'est quelque chose de collectif, on le fait principalement parce qu'il y a un gain individuel. Oui, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Oui, mais là, le commencement, c'était une obligation de l'État. Tu vois? Moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que c'était fait dans le sens de la collectivité, naturellement. Ouais, et que par bonté, pour sauver mon prochain. Si c'était ça le cas, il n'y aurait déjà plus de famine. Hein. Ouais, mais il y a des gens qui pensent comme tu vois, même nous, sur ce sujet, on a un petit, pas de désaccord, mais point de vue différent. Tu vois, parce que pour moi, quelqu'un qui mettait son masque à ce moment-là et qui se protégeait d'abord, mais ça veut aussi qu'il protégeait autrui, tu vois. C'est une protection individuelle. Ouais. Pour moi, c'était le message que les médias ont voulu nous véhiculer pour nous soumettre encore plus, j'ai l'impression. Je pense que la soumission, etc., la désinformation, c'est au niveau des vaccins. Mais bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, parce que ça, c'était vraiment... Je pense que l'être humain, quand ce n'est pas très intrusif, peut aider la collectivité. Moi, je pense que c'est que quand il y a un gain individuel. Voilà, tu vois, donc déjà, donnez-nous vos avis. Voilà, tu vois, déjà, nous... Non, mais par exemple, si je mettais le masque, c'est parce que j'avais, par exemple, les parents de mon mari, qui, eux, étaient dans une tranche d'âge plus compliquée. Donc, tu faisais pour autrui. Voilà, mais c'est autrui qui me touche directement. Ouais, mais quand si tu me parles des grands-parents des autres... Mais quand tu vas au magasin, tu es allé au magasin et que tu mettais ton masque, les autres clients, tu ne les connais pas. Ouais, c'est par obligation. Si je ne devais pas, je ne l'aurais pas mis. C'est vraiment par protection individuelle et pour peut-être autrui. Tu fais partie des rares alors qui fait les choses par je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que l'humain est profondément bon. Je pense. Moi, je veux y croire, mais malheureusement, j'ai déjà été beaucoup déçue. Par des gens qui sont proches de toi, qui te touchent. Même par des inconnus. Ok. Ouais. Allez. Et je pense que sociologiquement, on fait les choses parce qu'il y a un gain individuel. Toujours. Oui, mais le gain individuel peut amener à la collectivité. Tu vois, il faut mais c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Ouais. Bon. Écoute, on va dire qu'on espère que les gens sont assez bons et on verra bien. Moi, je le pense profondément, j'en suis certain. Parce que là, on est quand même une plateforme qui est vue. On va dire qu'on a plus ou moins 800 followers. On grandit. Hein, on espère l'année prochaine en arriver à 2000. Normalement, ça devrait aussi aider Xavier indirectement. Moi, je pense qu'il m'avait parlé du podcast. Il a eu des bons retours, des etc. Bons retours. Oui. Donc, il y a des gens qui ont quand même été sensibles. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Okay. Comment ne pas être sensible à la nature? Non, mais tant mieux. Tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu se dire je sais ça, ok, c'est chouette. Et hop, the next. Mais comme on a eu avec les manifestations, on a manifesté 2 jours, 3 jours, on n'est pas parti à l'école. Et puis la vie continue. Il y a des pressions sociales qui font que... Oui, c'est ça. Ouais. Et elle est plus grande, cette pression sociale. Elle est de plus en plus grande, elle grandit. Ouais. Parce que regarde, c'est un exemple hors contexte, mais je veux quand même l'amener quand tu perds quelqu'un de proche dans ta famille. Combien de jours on te donne pour faire le deuil? Légalement par l'État. Officiellement. Oui. Officiellement. Ouais. 3 jours. Si c'est ta femme, ta mère, ton père, ta femme, voilà, ton compagnon. 3 jours. Qui fait un deuil en 3 jours? Et après, on te demande, même dans un cadre professionnel, de continuer comme si de rien n'était. Mais c'est quelque chose d'individuel, de profond, tu vois, de profond, qui te touche directement. Et là, on te donne 3 jours. Donc, t'imagines si c'est quelque chose qui est loin de toi. La société ne va pas te donner... C'est vrai. Allez, c'est ce que je pense.
Je ne sais pas si mon point de vue est clair, mais c'est ce que je pense. Non, c'est vrai, chacun son point de vue. Après, moi, il y a d'autres moyens si on me donne 3 jours, vous allez prendre un burn-out de 6 mois, les gars, tu vois. Donc, Ça, c'est la contre-réaction. Oui, mais c'est pour ça que je dis, il y a toujours un prêté, il y a toujours un rendu. Tu vois, tu vas venir avec ta loi, tu me donnes 3 jours, je vais prendre mon mois ou mes 3 mois, et je te mets un certificat, tu peux rien faire, tu vois. Donc, mais quoi, on arrête tous? Du coup, comme 3 jours de manifestation n'a pas marché? Quand j'ai eu un deuil qui m'a touché prochement, mon plus 1 à l'époque, en 2017, il m'a dit, prends le temps qu'il te faudra. Tu vois, il m'a dit, pars, va à Kinshasa. Okay, prends le temps qu'il te faudra. Donc, c'est pour ça que je dis, l'humain est profondément bon et outrepasse tout ça. Tu vois, pars, mets tes 3 jours de deuil et le reste du temps où tu es là-bas, mais travaille. Oui, il y a toujours une solution humaine, en fait. Mais combien? Ouais, c'est vrai. Il y en a, les gens te diront peut-être, hein, les téléspectateurs diront peut-être, moi j'ai eu un boss qui m'a dit non. Ouais, tu vois, même tes 3 jours, tu peux pas juste prendre ton jour d'enterrement, tu vois. Allez, je dis pas que tout le monde, hein, mais il y a à boire et à manger partout. Mais ce que je veux dire, c'est que cette pression sociale de quand même continuer, de garder ce train en route. La pression sociale fait qu'on oublie l'humain, en fait. Voilà. On est tous humains. Et la nature, qui fait partie, l'humanité fait partie de la nature. Donc voilà. Ok. Et on continue à suivre Xavier sur les réseaux? Moi, je le suis encore. Je vois ses images, ses WhatsApp, ses photos, etc. Il continue à faire du boulot incroyable. Toujours. Donc on continue à lui envoyer notre énergie positive. Félicitations encore pour ce qu'il fait et ce qu'il continue à faire. Voilà. Et à l'occasion, on peut l'inviter sur d'autres sujets. Hein. Xavier, si tu nous regardes, tu es le bienvenu, tu es pertinent, intéressant. Hein, il nous a appris beaucoup sur notre propre continent. Hein. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Sur notre continent, sur le monde et sur... Ouais. Ok. Alors, la beauté de la femme et l'appropriation culturelle. Quel sujet. Hein? Quel sujet. Mais je t'ai déjà dit que mon coiffeur était un homme, non? Il a le droit. Hein. Ah oui, la beauté de la femme. Et chaque fois, il me dit, la femme africaine, si elle n'existe plus, je quitte ce monde. Voilà. Il a le droit. Hein. Mais je pense que toutes les femmes sont belles, pour revenir à ça. Hein? Mais l'appropriation culturelle, on avait principalement parlé de la classe, de la culture dominante qui allait prendre les traits de beauté des minorités. C'était ça. Hein. Ouais. Et toi, dis-moi, là où tu veux de nouveau mettre le point, je lis ici des questions. La limite entre l'appropriation et l'appréciation est compliquée. Comment discerner ces différences? Ouais, c'est une autre trouble, une zone grise. Comment tu discernes? De toute façon, si tu apprécies quelque part, tu commences aussi un peu à te l'approprier. Tu vois, je vois une dame là, qui est vraiment pro-africaine, son entourage est africain. Et même quand elle parle, elle a les mimiques. Les mimiques, tu entends, etc. Tu vois. Oui. Mais elle n'est plus à un stade où elle le fait exprès. Tu vois, c'est elle. Tu vois, moi, je trouve ça génial. Tu as le droit, en fait, de te sentir et de faire ce que tu as envie de faire. Je suis d'accord avec toi, je comprends. Et dans l'autre côté, quand on a, par exemple, à la maternité, j'avais une sage-femme, une créatrice de mode qui était mariée aussi avec un homme blanc et qui, en fait, disait qu'on l'appelait Bunti. Tu connais ce terme qui est très péjoratif. Aujourd'hui, j'entends Oreo. À notre époque, c'était Bunti. Bunti, Oreo. Ah, ok. Moi, j'étais restée sur Bunti. Elle me dit, oui, je sais, je suis une Bunti. Je dis, en fait, non, c'est péjoratif. Tu vois, ça veut dire que tu dis qu'en fait, pour pouvoir bien s'exprimer ou parler correctement français, il faut que tu sois Bunti, que tu aies délaissé ton côté africain. Mais il y a plein d'Africains qui parlent correctement. Tu vois. Donc moi, je me demande, est-ce qu'une représentation, comme tu as déjà dit, je pense même plusieurs fois dans des émissions,
Mais des Noirs comme moi, j'en connais plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ces représentations, pour moi, sont beaucoup basées sur les clichés. Beaucoup. Tu vois, je te dis, je suis une formation où j'ai d'autres frères. Et quand il y en a un qui arrive en retard, mais c'est normal parce que... Bah non, moi, je suis à l'heure, en fait. Ouais. Et on vient du même pays. Donc, ça n'a rien à voir avec mais notre culture. Il y a des Blancs aussi qui viennent en retard. Oui, mais On quand c'est une personne de notre culture, on l'appuie, tu vois. Par exemple, quand moi, je rends mon travail bien propre. Ah, c'est bien, tu as vraiment une belle rigueur. Ouais, mais en quoi ça t'étonne, en fait? Tu vois, je suis un élève, je me dois d'être rigoureux. Donc, pour moi, il y a beaucoup de clichés et c'est difficile de se défaire d'un cliché. C'est une étiquette. Et c'est difficile d'aller tirer la ligne entre appréciation et appropriation. Oui, mais qu'est-ce qui est approprié dans le mot approprié, il y a pris. Qu'est-ce qui a été pris chez autrui que tu considères qui n'est pas de chez moi? Mais si je me rappelle bien, pendant cette émission, les deux dames disaient que justement, nous, ou la communauté afro, quand elle s'approprie la culture de l'Occident, c'est parce qu'elle doit être intégrée, parce qu'elle veut être intégrée dans la société, parce que c'est sa façon, c'est la seule façon pour elle d'exister, en fait. L'appropriation fait partie, l'intégration fait partie de l'appropriation. Tu vois, aujourd'hui, les Français, ils disent 95, 96, ils comptent comme ça. Pourquoi? Aucune idée. Bah, c'était la cour qui parlait comme ça. Ah oui, la C'était noblesse. le roi qui ne voulait pas, qui voulait un langage châtié dans tout, pour ne pas parler dans le langage vulgaire. Vulgaire, je le répète, c'est pas des gros mots vulgaires, c'est le langage de tous les jours, commun. Tu vois? Mais qu'est-ce que... À la cour, il y avait des personnes qui n'habitaient pas là, qui venaient juste pour travailler. Donc, eux, ils entendaient tout ça. Quand ils sortaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient de la même façon. Ils parlaient comme ça. Parce que moi, je fais partie de ce monde-là, je les côtoie. Et puis, ça s'est répandu, étendu. Donc, ça fait partie de l'intégration partout où tu vas. Donc, ce que toi, tu dis, c'est qu'en fait, cette appropriation culturelle existe aussi dans les classes sociales. Ça existe dans les classes sociales. L'appropriation culturelle et les cultures, ce sont des codes ou des codifications que tu dois intégrer dans un milieu donné ou dans un espace professionnel ou de tous les jours, etc. D'accord, parce que durant l'émission, on s'était basé sur vraiment la différence culturelle, on va dire, dans les ethnies. Donc blanc, noir, asiatique, africain, européen, américain, Amérique latine, asiatique. On s'était basé là-dessus. Mais là, toi, tu ramènes un point intéressant qui dit qu'en fait, même dans les classes sociales... Même dans les classes sociales, il y a. Et en fait, cette minorité ou la partie un peu marginalisée qui est, par exemple, dans les classes sociales, la classe inférieure, elle copie sur la classe supérieure. Oui, parce que pendant l'émission, je me souviens, une personne a dit, c'est souvent la classe... c'est les gens d'en haut qui imitent le bas, mais ce n'est pas toujours vrai. Non. Le bas imite le haut aussi. Ouais. Quand tu vas manger dans un restaurant, tu t'es rassasié, tu as fini. Tu vas mettre une fourchette là et ton couteau là. Non, tu sais que tu les mets côte à côte, ça signifie que c'était bon. Si tu les mets croisés, je veux plus, tu vois. Dans tout milieu, il y a des codes. Il y a des codes. Tu vois. Et on doit s'approprier, pas forcément apprécier. Hein. Je peux ne pas apprécier ces choses-là, hein, tu vois, mais on doit s'approprier. Si demain je viens chez toi, je regarde la télé avec ton mari et je mets mes pieds sur la table. Et oui. Tu ne vas pas apprécier. Tu ne vas pas apprécier. Tu n'es pas chez toi, en fait. Tu fais quoi, tu vois? Donc, il faut rester... Non, intéressant. Et je pense qu'en fait, tu appuies juste le fait que c'est encore plus difficile de délimiter l'appréciation et l'appropriation et qu'en fait, ça se mélange tout le temps. Toujours. Tout le temps. Je me souviens, on parlait des Européennes qui font des rastas. Mais pourquoi pas, en fait? Je pense que le problème, là, c'était surtout la signification, l'origine, et que quand les personnes racisées, eux, allaient au boulot avec des rastas, c'était pas bien vu. C'était ça le débat. Oui. Et aussi le fait que eux, quand ils mettent des rastas, c'est plus dans un déguisement, pour un festival. Parfois, c'est pour laisser pousser ses cheveux, ça tire la racine, ça va les rendre plus longs après. C'est même chez nous, on a moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai commencé avec les boucles d'oreilles. Ma mère n'appréciait pas forcément. Elle me dit, tu sais, c'était qui les Noirs qui portaient les boucles d'oreilles?
Ah, tu vois, c'était les esclaves, on savait, tel appartenait à tel, etc. C'est des choses que je ne savais pas. Et je suis d'accord avec ces personnes qui disent que tout a une signification, tout a une portée culturelle. En fait, quand tu la connais, je pense, quand tu la connais, tu la respectes et que tu n'essayes pas de t'approprier une histoire qui n'est pas la tienne. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la personne qui ne connaît pas l'origine ou la signification n'a pas le droit de le faire? Je pense que ça devient touchy. Ça devient sensible. Alors, je le fais dans l'autre sens. Quand tu regardes American Gangster avec Denzel Washington, que tu aimes beaucoup, je l'ai fait exprès, on voit des Noirs avec des cheveux défrisés, plaqués. Mais ça, c'est ça comme les Elvis et tout à l'époque. Mais oui, c'est ça qu'elle disait, c'est que nous, on le fait parce qu'on veut être... c'est notre seule façon d'en fait pouvoir exister dans cette société qui est principalement occidentale et qui a des normes de beauté occidentaux, européens. Okay. Donc parce qu'eux sont en Occident, ils ne peuvent pas... C'est parce qu'en fait, on l'a vu, même avec le colorisme, on voit bien que les personnes plus claires de peau ont plus d'opportunités. Tu vois, parce qu'elle se rapproche en fait de cette société qui est dominée et gérée par un modèle de beauté qui est... Ok, mais maintenant une femme qui va se faire refaire les lèvres, des lèvres plus pulpeuses, c'est pour ressembler à une africaine? C'est une appréciation ou c'est une appropriation? C'est pour être plus belle, tu vois, c'est cette limite, en fait, qui est un peu compliquée. Pour les lèvres, je pense que... je crois les lèvres, mais aujourd'hui... Oui, ça pourrait pu être les fesses, il y a toutes ces choses-là. Etc. Voilà. Du coup, là, je ne sais pas si dans la société, et c'est peut-être parce que aussi... Ça aussi, c'est un point qu'ils avaient emmené pendant le débat, c'est quand, en fait, les teneurs de cette société ou les teneurs de ces normes de beauté décident que les lèvres pulpeuses sont belles, qu'on les intègre. Donc, ils n'intègrent pas... parce qu'une femme noire, par exemple, avec des lèvres pulpeuses, on ne va pas l'associer de belle. Tu vois? Le sujet est très complexe pour moi, parce que, tu me diras, je suis encore très candide, hein, mais pour moi, ce que tu aimes, tu fais, en fait. Ce que tu veux être, sois-le. Même si tu ne connais pas la signification Moi, je pense que tout part, en fait, de cette représentation. Si on a l'habitude, on se rend compte, parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Moi, je dis toujours, moi, je suis petite de taille. J'ai mon public de personnes qui aiment les femmes petites de taille. J'ai toujours été complexée parce que je ne suis pas grande. Mais voilà, il y a votre public d'hommes qui aiment les femmes petites de taille. Et il y a le public d'hommes qui aiment les femmes grandes. Il y a des gens qui aiment les femmes minces. Il y a des gens qui aiment les femmes blanches. Parce que ça aussi, c'est un problème. Quand un noir aime une blanche, c'est pas OK. Comme les blancs aiment les femmes noires, pourquoi tu viens prendre des femmes chez nous? En fait, c'est juste une préférence. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Ou quelque chose, que tu veux être quelque chose, sois-le. Mais le problème, c'est la représentation, je pense. Je dirais plutôt le problème, c'est le jugement. Pourquoi? Dans quel sens? Celui qui dit, ouais, mais pourquoi tu vas prendre les femmes chez nous? Ou pourquoi tu as été prendre les femmes là-bas et pas chez nous? Il juge l'autre. Mais parce que la représentation, aujourd'hui, elle est biaisée. Il montre qu'un type de beauté, une norme. Et donc, la norme représentée, elle est, on va dire, favorisée, et tous les autres types de beauté sont marginalisés. Pourtant, je vois plus de représentation aujourd'hui quand j'allume ma télé que quand j'avais 10 ans. Effectivement, c'est positif, on va dans le bon sens. Dans les publicités, dans les choses. Je suis d'accord avec toi. On parlait de cette génération Z, pour parler en français, pas Z en anglais. La plupart des influenceurs que je vois, qui influencent, je vois beaucoup d'Africains, je vois de tout en fait. Et moi, j'aime ce monde, en fait. J'aime le monde où l'humain est juste ce qu'il a envie d'être, tu vois, physiquement en parlant, je dis pas, faut être psychopathe, les tuer 25 personnes. Tu veux dire dans sa représentation, sans penser au jugement d'autrui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que justement, si dans la représentation, on était juste plus diversifié, moins de codes. Ah oui, là, il me faut 3 noirs, j'ai trop de noirs, il me faut des métisses, et mes métisses doivent être bouclées aux yeux verts, il me faut des blanches, elles doivent être blondes aux yeux bleus. Tu vois, ce quota qu'ils mettent à chaque fois dans cette représentation dans les médias,
pour moi, elle est pas bonne. C'est là, pour moi, le problème. Parce que du coup, si tout le monde est représenté, parce que il y a des goûts, les goûts et les couleurs, il y a de tout. Par exemple, tu parlais de couple mixte. Aujourd'hui, je suis encore étonné de voir dans des publicités, le cuisine, la sphère familiale, un père noir et une mère blanche, ou une mère noire et un père blanc, tu vois. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc cette représentation, on est en train d'aller... Mais je vais te dire, moi, tu sais, mon mari est européen, il est belge. On a une petite fille, la bonne nouvelle. Ma petite fille est claire. La première réaction que j'ai, c'est pourquoi elle est si blanche. Elle vient de naître. Sa pigmentation va venir au fur et à mesure. Tu vois ? Mais si dans les vidéos ou dans les représentations ou dans les pubs Pampers, on ne nous mettait pas que des bébés avec une touffe de cheveux bouclés, tu vois, un peu couleur sablée, ben non, en fait, dans le métissage, les gènes, la génétique, elle est imprévisible. Bien sûr. On ne sait pas encore la... Allez, je crois qu'il y a eu des tests où on pouvait choisir si ton enfant allait avoir les yeux verts ou les yeux bleus, si la maman là. Ils étaient en train d'essayer, mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas encore dans la couleur de peau si on sait te dire qu'il aura une couleur, c'est un parent blanc, noir, plus noir ou à 70% ou à 80%. On sait, allez, je pense, et je ne sais pas si c'est déjà fait, qu'on ne sait pas encore le faire. Juste pour dire que la génétique, elle est imprévisible. Oui, bien sûr, mais... génétique et représentation sont différents. Mais justement, arrêtons de vouloir contrôler cette représentation comme on le fait aujourd'hui. Oui, là, on parle de Parce qu'il n'y aurait pas de majorité et de minorité. Mais est-ce que la représentation est basée sur une majorité et une minorité Bien ou sûr. sur un public cible? Quel public cible-t-on? Si tu vas aux États-Unis, tu allumes ta télé, le public ciblé est très diversifié. Je suis d'accord. Selon les produits. Ou selon l'état dans lequel tu te trouves, ou selon la ville dans laquelle tu te trouves. On va dire qu'en Amérique, alors, ils font un peu mieux leur recherche qu'ici. Mais ici, en tous les cas, c'est pas le cas. Pampers, c'est mis par tout le monde. Et on va dire Pampers, c'est mis par tous les enfants partout dans le monde. Tu vois quand même toujours une certaine représentation d'enfants. Je viens mettre des noirs sur le paquet de Pampers. Ouais, mais tu sais qu'il y a des noirs blonds. Oui, bien sûr. Il y a des noirs aux yeux bleus. On les voit pas, ceux-là. Oui, il y a des noirs avec les cheveux lisses. Mais est-ce que parce que sur le Pampers, il y a un blond aux yeux bleus, bébé blond aux yeux bleus, que ton enfant ne peut pas porter le Pampers, tu vois? Non, c'est pas que ton enfant ne peut pas. Ouais. C'est pas pour ça que tout enfant blanc, qui est soi-disant, on va dire, dans les normes de beauté, doit être blond aux yeux bleus. Oui, bien sûr. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça le problème. Mais maintenant, il représente aussi... sur les paquets de Pampers, maintenant, on l'envoie. On va dire que Pampers, c'est celui qui le fait le mieux. On va dire. Le mieux, on va dire. Mais je trouve que dans le métissage et dans le côté afro, on peut encore aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des noirs blonds. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des noirs aux yeux bleus. L'autre fois, je parlais avec un papa et il me disait qu'il venait de Sierra Leone. Et il dit, ah oui, lui, il a les traits plus occidentaux. Ben non, en fait. Non, c'est pas occidental. Qui ont des traits très fins. Voilà, et c'est pas occidental. Ouais. Tu vois ? C'est humain. Voilà. Ouais. Et pour moi, ça, c'est de nouveau cette image qu'on dit, ah oui, il faut qu'il ait les noirs, les traits afro, de grosses lèvres, un gros nez. Tu vois ? Non. Mais ça, c'est la représentation imagée. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'en est-il de la représentation sociale ? Ok, développe. Dans le sens où, moi, il m'est déjà arrivé d'être allé... tu savais que je voyageais beaucoup, donc je n'étais pas beaucoup présent. Et une fois, j'ai amené mon enfant à un anniversaire. Oui, tu l'as raconté. Tout le monde me regardait bizarrement. Puis j'ai demandé à une maman, mais tiens, pourquoi ce type de regard? Elle me dit, ah, mais nous, on croyait que son papa était blanc. Ma fille, elle n'est pas métisse. À moins que sa maman m'ait menti et qu'il y a eu des trucs génétiques, comme tu m'as dit. Donc, qu'est-ce qui fait que vous pensiez que cet enfant, son père était blanc? Mais je le sais, au fond de moi. Oui, socialement, oui. Socialement, il y a aussi cette représentation qui fait mal. Comme un père qui m'a déjà dit « Ah, vous me faites penser à la série This Is Us ». Et à cause de lui ou grâce à lui, j'ai été voir c'est quoi cette série This Is Us, où tu te rends compte, en fait, c'est une famille américaine blanche qui a adopté un enfant noir et plus tard, c'est le noir qui est resté le Mais donc, tu confirmes ce que je dis. Il y a une certaine représentation sociale et imagée pour le côté afro qui peut encore avoir de l'amélioration afin qu'il faut changer. Afin qu'on ait plus ce truc de...
il y a l'appropriation culturelle. Ouais, qu'il faut changer. Parce que du coup, on est représenté et tu trouves ça beau, tant mieux. Mais on sait qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Moi, je pensais que c'est l'appropriation culturelle sur les normes de beauté, en fait. Tu vois, les femmes qui font des rastas, les lèvres pulpeuses. Je pensais que c'était ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Je suis pas très expert sur ce sujet parce que pour moi, dans le sens où ça. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, aujourd'hui, on est vexé parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Nous, on est obligé, on est dans l'obligation de se travestir, on va dire. On est obligé d'accepter d'autres normes de beauté pour pouvoir exister dans la société. Et vous le faites par plaisir et peut-être même un peu pour se moquer, parce que vous l'utilisez que dans des cadres carnaval, déguisements, etc. Une femme qui habite à Bamako, à Kinshasa, une femme européenne, elle a le droit alors de faire des rastas. Mais oui, mais si elle met une tenue traditionnelle, il n'y a aucun souci. Allez, pour moi, le problème... Pourquoi elle n'aurait pas le droit de le faire en Belgique si elle est mariée à un Africain ou à un Asiatique, elle met un kimono dehors Parce que quand la minorité, nous, on le fait, on est jugé. Mais justement, n'est-ce pas, là je rebondis sur la prochaine question, parce qu'on en parle, mais n'est-ce pas valorisant justement pour ces communautés minoritaires, je ne parle pas que des Africains, il y a des Asiatiques, il y a des Nord-Africains, etc. N'est-ce pas valorisant de voir des personnes d'autres communautés ou de la majorité du pays où on vit tout dépend. Adopter ces représentations ou s'approprier aussi cela? Tout dépend de comment tu veux voir les choses. Si tu te dis, OK, ça peut être bénéfique pour notre communauté de voir des représentations de justement nos standards de beauté, tu te dis c'est positif, ça va le normaliser et ça va avancer. Le problème, c'est que c'est souvent qu'un petit groupe ou un individu ici et là qui le fait. Oui, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que l'image des médias et l'influence des médias changent. Mais il y a peut-être des groupes plus grands qui n'osent pas le faire à cause de ces pensées-là. Ça, tu penses? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est une piste. Je pense encore à cette dame-là, influenceuse, je vois souvent là. Ah, mais de toute façon, tu aimes les noirs, tu crois que tu es noir, tu crois que c'est quoi? Mais laissez-la, en fait, elle a le droit. Mélanie Dacouza. Je ne vais pas citer le nom. Moi, je trouve, Mélanie, si tu aimes les noirs, aime les noirs. Il n'y a aucun souci. Moi, par exemple, je ne suis pas friande des Asiates. Ils peuvent être beaux, mais ce n'est pas le type que j'aime. Tu vois? Je veux dire, dans cette appréciation, elle s'habille aussi comme ça. Et parfois, elle a même les mimiques. Mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais parce qu'elle profite du white privilege. Mais oui, appelons un chat, en fait. Un sujet qui fait durer. Elle profite du white privilege et là, en fait, nos privilèges à nous, elle veut nous les prendre aussi. C'est comme ça que c'est vu. Mais de nouveau, si c'est devenu une norme de beauté qui est standardisée, il n'y aura plus ça. Mais pour que ça soit standardisé, il faut peut-être qu'il y ait plus de dames comme elle. Mais quand on voit qu'une dame qui essaye est critiquée matin, midi, soir, donc les autres se disent... Non, mais de télé-réalité, Mélanie Dacouza, je ne veux pas prendre négatif. On parle de Kim Kardashian. On a toutes des tantes mariées à des oncles congolais qui portaient des boubous, qui faisaient des tresses, tu vois. Dans notre sphère privée, on a aussi des personnes comme ça. Dans nos sphères privées. Mais il faudrait que l'image du média, on le mette plus en avant, que ce soit plus diversifié. Bon, on va peut-être jamais trouver un accord, hein. Non, mais c'est un bon sujet, c'est une bonne conversation, c'est intéressant. J'apprends aussi. J'apprends aussi parce que parfois, nous, hommes, je m'adresse à Charlie derrière la caméra qu'on ne voit pas, parfois, nous, hommes, on n'a pas cette pensée comme vous, les dames, tu vois. Non, mais je pense aussi le problème, c'est... tu as cité certaines personnes, et moi, quand je pense à des personnes qui s'approprient culturellement les standards de beauté afro, à part Delphine, la fille du roi, là, qui avait mis un tailleur le jour de l'indépendance belge. C'est bien, c'est valorisant. Voilà. Mais combien il y en a comme elle? Et en plus, il y a la connotation négative. C'est la fille illégitime du roi qui a été légitimée. Mais pourquoi Paola ou Fabiola ou Mathilde n'a pas mis? Mathilde est partie chez Nathan. Peut-être parce qu'elles ne sont pas portées sur ça, tout simplement.
Peut-être qu'elles aiment moins. Ce qu'on veut, c'est que ce soit dans toutes les classes, dans toutes les sphères, ce soit normalisé, les standards, que ce soit on soit plus visible. Du coup, cette frustration existera moins. Et l'appropriation culinaire, alors? Là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un ami... Mais tu prépares chez toi, ça reste dans une sphère privée. Il mange africain plus que moi. Mais il n'y a pas de souci. Mon mari aussi mange africain, il n'y a pas de souci. Alors, pour moi, c'est appropriation. Mais si c'était un blanc qui ouvrait un restaurant afro, ça ne va pas. Why not, s'il est marié à Tantine Janine, tu vois? Mais on va quand même se poser tous la question. C'est pas que ça va pas, je m'exprime mal. La plupart des restos à Bruxelles, derrière, il y a toujours le mari européen qui... Finance. Ah ouais, c'est à lui. Mais cuisine. Ouais. Pourquoi pas? S'il a appris, s'il pourquoi apprécie, pas? Oui, pourquoi pas? Vois. Mais c'est une longue et belle conversation, j'aime bien. Faudrait peut-être... là, on finit en désaccord. Hein. On a commencé en accord, on a agree to disagree. Non, mais en plus, durant l'émission, on avait senti qu'il y avait quand même beaucoup de tension, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... c'est un sujet très sensible parce que justement, chacun a son point de vue dessus. Moi, je vais dire, et alors? Toi, tu me diras, mais non, parce que si, ça, tu vois. Et t'as pas l'impression que c'est plus chez les femmes mais si, c'est pour ça que chez les hommes? On a moins cette... je dirais pas sensibilité, parce que je peux pas parler au nom de tous les hommes, mais on a peut-être moins de recherche dessus. Enfin, moi, mais moi, je regardais un podcast où il y avait Tyrese. Tu sais, Tyrese qui est beau gosse. Qui pleure. Foncé, oui, mais il est foncé. Cry-Reese. Oh, ça, c'est pas gentil. Voilà. Hein? Ça, c'est les choses que les hommes regardent, tu vois. Ça, c'est les choses que nous, les hommes, regardent. Plus que tout ça. Non, mais pour revenir au sujet, il disait qu'en fait, justement, quand les femmes blanches regardaient les hommes noirs, ils aimaient bien les foncés noirs, là. Il disait... oui, c'est vrai, il disait ils aimaient bien les foncés, là, les bien dark skin, du coup, l'huilé. On dirait que c'est comme si c'était un fantasme de l'homme noir, l'huilé, bien dark skin, quoi. Donc, ça existe quand même aussi. Ouais, tout le monde a le droit d'avoir ses fantasmes. Tout le monde a le droit d'avoir ses préférences. Je ne vais pas te mentir, j'ai voyagé partout dans le monde, tu le sais. Il y a des pays où je voyais la destination, je savais, en tant qu'homme noir, tu t'assieds dans un bar et t'attends, en fait, tu vois. Ouais. Comme il y a des pays où tu sais qu'en tant qu'homme noir, rentre chez le reste. Voilà, tu vois, donc c'est tout à chacun, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu vois. Il y a des pays aussi où j'allais, où je disais, de toute façon, ces femmes-là ne sont pas ma tasse de thé. Tu vois. Donc, pour moi, chacun peut avoir ses envies, ses fantasmes, ses affinités, ses préférences. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais pour les femmes noires... Ça s'appelle du fétichisme. C'est là où tu veux en venir. Non, je pense que pour les femmes noires, il y a beaucoup de blessures. On a une histoire qui est quand même lourde sur les épaules et que juste dire c'est de l'appréciation ou de la... Je l'entends et je le respecte. Et ce qui est... Une histoire que les femmes blanches n'ont pas. Oui, j'entends et je le respecte. Et ce que je trouve... Ils ont aussi vécu beaucoup de choses, on va dire la sorcellerie, le witch hunting pendant le Moyen-Âge. Mais... Ce que je trouve drôle, pas dans le sens marrant, mais drôle de connotation... C'est qu'avant d'arriver ici, je parlais avec un ami dans la voiture et je lui disais, tu sais, l'homme noir, on souffre aussi dans notre communauté, on en parle peu. On souffre parce que parfois tes amis ne sont pas tes vrais amis. Il y a la jalousie, il y a tout ce truc qui sont... Tu me diras, c'est dans toutes les communautés, mais tu connais notre communauté, c'est très emphasé. On en parlait tout à l'heure. On souffre parce que, je lui disais, parfois nos femmes préfèrent aussi d'autres ethnies. J'en ai vu une qui disait, qui était en voyage, je ne sais plus où, qui disait, c'est pas un homme noir qui va m'offrir tout ça, c'est mon mari blanc, etc. Bref, et après on l'a retrouvé décédé, le mari il est parti. Enfin, tu vois, et dans la sphère professionnelle, c'est très difficile. Et je sais que chacun, ce que je cite là, d'autres communautés le vivent aussi, d'autres peuvent dire nous aussi. Et chacun, comme tu disais tout à l'heure, on regarde d'abord dans son assiette tu vois, avant de penser collectivité. Mais c'est bien que la femme noire le dise. Ça doit être entendu. Et moi, j'invite les hommes noirs aussi à le dire. Tu vois ?
Ah, je ne sais pas si tu en auras beaucoup, tu vois, et je suis... On a quand même eu Loki qui a parlé de sa dépression. Oui, Loki a parlé, mais là, tu vois, je suis un défenseur qui a marqué contre son camp, parce que quand tu as parlé de Tyrese, j'ai dit Cry-Reese, parce que pour moi, un homme qui vient à la télé, surtout un homme noir, et tu pleures, parce que non, tu vois, alors qu'il a le droit, en fait. Oui, il a tu le vois, droit. donc parfois, on n'est pas ce qu'on prône. J'en suis la preuve, il y a 5 minutes. Non, mais je pense qu'on est dans notre phase de déconstruction. Il y a des choses qu'on fait, qu'on sait que consciemment... c'est peut-être pas la chose à faire, mais on a notre éducation et on sait que c'est peut-être pas. Et voilà, c'est un réflexe. Et la pression sociale aussi, tu vois, ça a tourné sur les réseaux. Et donc, en blaguant, tu l'as sûrement sorti. Ouais. Mais il y a des choses qu'il faut déconstruire. Et ça c'en est clairement une. Moi, j'invite par contre tous les hommes noirs qui a quoi que ce soit d'en parler. Parce que, tu viens de pleurer sur le plateau. Non, mais je pense que notre communauté a besoin de beaucoup d'amour, surtout. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de... Ouais, d'en recevoir, d'en donner, mais parfois, il y a encore cette pression culturelle, et ça, il y a beaucoup chez nous, il n'y a personne qui va dire non, qui sont parfois sujets à moquerie. Pas moquerie dans le sens méchant, mais dans... Tu as pleuré parce qu'une femme t'a quitté, un oncle va venir te dire t'es fou, quoi. Tu vois? Alors que non, laisse aller tes émotions. Ouais. C'est toute cette déconstruction qui n'a pas encore lieu chez nous. Mais de toute façon, en fait, moi, je me demande pourquoi. Parce que de toute façon, on est déjà marginalisé en tant que communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre? Plutôt, the only way is up, en fait. Je dirais plutôt qu'est-ce qu'on a à gagner. Mais tout. Parce que dans le mot communauté, il y a le mot commun. Oui. Et nous, j'ai l'impression qu'on se cherche des différences entre nous, au lieu de chercher ces points communs. Ou on nous les a imposés. Là, je ne parle même pas de l'extérieur. Je parle juste de nous. Oui, on nous les a imposés. Et on les a accentués. Voilà. Là, pendant je parle plusieurs juste siècles. de nous. Oui. Tu vois? On ne peut pas tout le temps mettre la faute à autrui. L'enfer, c'est pas toujours les autres. Tu vois? Tu crois pas? Moi, j'y crois que l'enfer, c'est les autres. Non, moi, j'y crois. L'enfer, c'est pas toujours les autres. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons besoin de reconstruction. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons besoin de dire à un Charlie, merci, je t'aime pour tout ce que tu fais pour nous. Tu vois? Mais il va peut-être se dire, mais il est fou, lui, il me dit je t'aime. Tu vois? Mais clairement, oui, clairement, on a besoin de ça. Voilà. Et j'ai dit, ça commence entre nous avant de donner à l'extérieur. Oui, mais connaître déjà son histoire, reconnaître qu'on a des blessures Exactement. Et aller de l'avant, oui. Des éducations, une culture. Ok, je comprends ce que tu voulais dire. Tu voulais dire arrêter de mettre la faute sur les autres. Oui, c'est pas tout le temps les autres. On est en 2026. Maintenant, c'est nous. Oui. Tu vois, dans le mot communauté, il y a commun. Et parfois, tu vois des gens qui sont censés être de ta communauté, c'est les premiers qui te tirent dessus. Là où d'autres ne te tirent pas dessus pour ces choses-là. Oui. Tu vois, c'est bête, hein. Tu vois, par exemple, un truc marrant, au football, on me surnomme Mobutu. Ah ouais? Tu vois, tu vas entendre, enfin, Mobutu, pourquoi et tout, parce que t'es congolais, le président et tout. Ouais, la première pensée, c'est ça. Non, en fait. Non, Mobutu, dictateur. Dictateur, mais par rapport à qui? Mbappé, qu'on surnomme Mobutu. Quand tu rentres dans un vestiaire, tout le monde se tait, tout le monde t'écoute. Donc, ce qui peut paraître péjoratif pour quelqu'un, ils disent « Ouais, mais te laisse pas appeler comme ça ». Mais quand tu connais le fond de la pensée de ces personnes et la source de ce surnom, tu te dis « Ah, ouais. » Tu vois? Donc, c'est vrai que je dis parfois, Mbappé, il est camerounais, il n'est pas congolais. Ouais, moi, on le surnomme Mobutu pour ça. Ah ouais, c'est vrai? Je ne savais pas. Son intransigeance, son charisme et son... Quand je décide, c'est comme ça, tu vois. On lui donne cette image-là. Ouais, son surnom, c'est Mobutu. Ah ouais, je savais pas. Tu vois? Je savais pas. Mais par exemple, moi, j'ai eu un petit gamin dans l'école de ma fille et un éducateur lui a dit « Hé, toi, Mobutu, viens ici. » Là, c'est plus en... Voilà, tu vois? Tu vois, mais de nouveau, quand est-ce que la ligne entre appréciation, entre discrimination, là, on parle même, ou appropriation, tu vois? Allez... Ouais, mais quand je dis ça commence par nous parfois. Ce que tu veux dire, c'est arrêter de se mettre dans ce rôle de victime. Et je suis d'accord avec toi. Et ne pas, parce que tu prends l'exemple de ton fils ou de ta fille, par exemple, parfois ne pas se laisser autrui dans ça, tu vois. Par exemple, moi, je me souviens, à l'école, c'était Bamboula. Tu vois, tu rentrais à l'école en pleurant, on m'a dit Bamboula. Mon père, il ouvre un dictionnaire.
Il me dit, bamboula, c'est un instrument de musique. C'est un tambour, c'est un tam-tam. Tu ressembles à un tambour? Non. Le lendemain, on me disait bamboula, je disais, je ne ressemble pas à un tambour. Tu vois? Alors qu'il y avait le bamboula sur les paquets de biscuits, avec ses lèvres, tout ça. Je ne ressemble pas à un tambour. Et l'autre, il voit que tu n'es pas touché. Il arrête. Tu vois? Je veux dire, s'il y a Uno, je te mets un contre Uno. Oui, oui, oui. Et tu parles de la rationalité et l'émotion. Parfois, Je suis d'accord, je suis d'accord. Le savoir est une meilleure arme que la confrontation. Ouais. Alors, et c'est ça le message pour conclure ça, c'est que mieux vaut avoir le savoir et l'arme pour... Savoir est la meilleure arme, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce que je leur dis toujours, tu vois. Je fais pareil, mais je pense que et là où nous, notre arme, quand on parle d'appropriation culturelle, c'est si tu veux me montrer que c'est bienveillant, connais au moins l'histoire je suis de ce standard de beauté ou de ce critère de beauté pour me montrer que en fait, tu t'es intéressé à l'autre et que c'est pas juste je te prends comme j'ai toujours fait. Oui, mais parfois c'est juste un signe de respect. Quand ils nous ont colonisés aussi, c'était un signe. Non, là, on parle de représentation. Non, là, oui, mais justement, c'est ça qui revient en fait. C'est que quand ça a été volé dans les siècles et les années précédentes, ça n'a jamais été un signe de respect. Bien sûr que non, je suis d'accord, mais là on parlait des personnes qui s'habillent, représentation, etc. Bien sûr que ce n'est pas un signe ce sont des périodes très noires et qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Tu vois, mais pour moi, il y a une période qui dure encore plus, c'est la décolonisation. On ne doit pas rester dans cela. Tu parlais du panafricanisme tout à l'heure, c'est ça. Il y a un lien avec ça aussi. Oui, oui. Moi, je pense que, justement, on ne nous laisse pas décoloniser. Mais parfois, et cette représentation des standards de beauté dans les médias, dans tout ça, c'est consciemment pour qu'on reste bloqué dans cette émotion de dire « Ah, mais elle a volé, tu vois, elle a volé mon critère de beauté. » Parce que s'il représentait et qu'on le voyait plus comme un vol parce qu'il est normalisé, on pourrait passer à autre chose et la reconstruction de... Oui, je suis d'accord, mais de toute façon, je dis le savoir est la meilleure arme, mais une arme que nous n'avons plus que nos parents, c'est, comme le dit toujours mon père, vous avez grandi avec eux, vous avez été à l'école avec eux, vous connaissez les codes, vous connaissez les lois, vous êtes plus forts que nous, tu vois. Moi, il m'est déjà arrivé de faire condamner des policiers, tu vois. Parce qu'il y en a quelqu'un qui dit hey, retourne dans ton pays, c'est filmé, ok, je t'ai porté plainte, comité P, tu vois, parce que c'est peut-être des choses que nos parents n'auraient jamais osé, qui n'auraient jamais franchi par peur d'eux, tu vois. C'est ce que je veux dire par là, c'est construisons-nous ces armes entre nous qui puissent nous ça faire manque. monter, ça nous manque, valoriser. je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on est encore l'une des plus grandes communautés en Belgique où on n'a pas beaucoup de représentants politiques. Il y en a, hein. Quand tu compares à une par autre communauté, ou tu vois, parce qu'on n'est pas comme ça. C'est pas à défaut qu'il n'y ait pas de personnes qui se présentent. C'est à défaut que, par exemple, parfois, on ne pousse pas ces personnes-là, on ne vote pas pour ces personnes-là. Alors que dans d'autres communautés, on vote aveuglement parce qu'il est dans la même communauté que moi, voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui nous manque? C'est comme notre émission. Pourquoi on n'a pas plus? Pourquoi pas toute la communauté nous suit? Ouais, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Comme je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Non, mais justement, on a dit, qui ne connaissent peut-être pas. On ne connaît pas le contenu, on soutient juste. Ouais, parce que mais c'est vrai. Ouais. Il y a sur TikTok, il y a une vidéo comme ça où un son qui dit en cette année, si une femme noire lance un business ou fait quelque chose, etc. Aveuglément, on suit, on se pose même pas de questions, on suit, et je trouvais ça. En fait, moi, systématiquement, j'entends ce truc, boum, je le fais. Et systématiquement, maintenant, peu importe quand c'est. Je suis d'accord, mais ça, c'est un peu comme. Mais c'est bien. C'est bien, mais c'est un peu comme l'électorat d'Obama. Tu vois, à l'époque, beaucoup de personnes. Mais il nous a déçus quand même. Mais voilà, parce que moi à l'époque, j'avais assisté à une conférence à l'ULB avec Lilian Thuram, et j'avais dit, attention de ne pas confondre
démocratie et dermocratie. Ce n'est pas la même chose. On est en train de voter pour la dermocratie, le pouvoir par la couleur, parce qu'on a vu un représentant du même couleur. Mais cette personne, quand elle sera élue, elle va aller sur le pouvoir de la démocratie. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a été déçus, parce que nous, on est partis sur un truc, mais on... Mais oui, mais tu dis justement que quand c'est quelqu'un de la même culture, il faut le faire. Il faut aussi qu'on n'ait plus des représentants qui nous déçoivent. Ouais, mais c'est un peu, tu vois, comme on appelle très vulgairement, le nègre de maison. Pas toujours. Oui, si, parce que quand tu es à l'intérieur et quand tu es apprécié par les... Je parlais tout à l'heure du maire de Saint-Denis. J'ai vu qu'un de ses premiers... j'espère que lui va pas. La chose qu'il a faite, c'est que je ne dise pas de bêtises, c'est faire des magasins avec des prix cassés pour les étudiants tu vois, qui n'ont moins de moyens, etc. Il y en a qui font. Oui, je suis d'accord, mais il faut encore... c'est un truc qu'il faut faire, il faut voir sur tout son mandat. Mais pourquoi... Obama aussi a fait des choses bien... Pourquoi on verrait quelqu'un qui est issu d'une communauté qui est là-haut comme un nègre de maison Parce qu'il déçoit. En une fois, il se dissocie. Tu as dit toi-même, au début, il était dermographique parce qu'Obama a consciemment aussi utilisé son image pour le faire élire. Et puis après, il a choisi la démocratie. Donc là, on a un retournement de veste qui ne devrait pas exister. Ouais, mais je reste attaché au fait de dire que on doit construire entre nous. Je suis d'accord, ça ne doit pas être déconstruire l'influence extérieure et reconstruire notre influence. Voilà, je suis d'accord, ça ne doit pas être un argument pour se dire non, je ne soutiens pas ma communauté. Ouais. Non, mais je pense que les personnes qui, justement, eux, représentent les autres, doivent rester fidèles à leurs valeurs. C'est comme si nous, aujourd'hui, on dit oui, on veut justement faire évoluer nos communautés. Et imagine que le podcast fait fureur et après, on se dissocie de notre communauté. Ah non, je ne veux plus faire des podcasts pour... C'est pas juste. Ce serait malhonnête. Sûr, mais moi, je dis toujours Même si notre podcast reste ouvert, ouvert à toute... toujours celui qui rentre. C'est une porte qui était fermée pour les personnes de sa communauté. Même s'il est rentré en mettant le pied à la porte, etc., doit toujours la garder entrouverte pour les autres. Ça, c'est vraiment je suis d'accord. Mon créneau. Je suis d'accord. Et je pense qu'on peut conclure sur cette belle phrase-là de « garde la porte entrouverte pour les autres ». Pour les suivants, oui. Qu'on ne se dise pas, tu vois. J'ai commencé dans une boîte il y a 18 ans et j'entendais les gens dire « Ah, mais nous aussi, il nous faut notre Jimmy. Ah, nous aussi, tu vois, c'est un peu péjoratif. Mais aujourd'hui, des Jimmy, j'en vois. À l'époque, j'en voyais pas. C'est ça. Et casser l'image des stéréotypes qui ne jouent pas en notre faveur. Voilà. Et ça, je crois que c'est la meilleure appropriation. Voilà. Mais de nouveau, je pense que si les médias, ça n'existerait plus. Si les médias faisaient des normes plus standards. Il y a des gens comme nous qui créent leur propre effectivement, médium. Parce que média est le pluriel de médium. Effectivement. Et peut-être il y aura une Maroussia après, une Jimmy qui feront peut-être mieux. Au lieu d'avoir 900 000 followers, ils en auront 10 000 avec les mêmes sujets. Tant mieux. Tant mieux. En tout cas, moi, je le souhaite. Voilà. Je le souhaite, vraiment. OK. La suite, où il y a encore quelques petites choses que tu veux... Ah, on peut peut-être retourner encore plus loin. Tell me. Mais je veux dire encore plus loin dans nos... Parce qu'on voulait aussi quand même faire un petit briefing sur toutes les émissions qu'on a fait jusque maintenant. Là, on s'est focalisé sur les 3 derniers pour le Q&A, mais on peut retourner plus loin. Je prends mes notes. Allez, tes notes, Jimmy. Est-ce que tu veux parler des finances ? C'est un sujet qui te tient à cœur, tiens. Mais pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que je pense que notre communauté, la communauté afro-européenne, mais on a bien vu que ça touchait tout le monde et toutes les communautés. Mais principalement pour la communauté, c'est que financièrement, on n'est pas encore assez fort. Je pense que si tu as une liberté financière, tu pourrais te permettre, et ça suit peut-être un peu la logique de ce que tu viens de dire, si on a une liberté financière, peut-être qu'on sera plus soudés. Parce que souvent, quand on voit une dissociation avec la communauté, c'est pour des raisons financières. Sociales ou financières ? C'est ces finances qui t'amènent à un niveau social plus haut que d'autres
et c'est ça qui crée cette dissociation. Ou pas, ou j'ai mal Non, compris. justement, quand tes finances sont en danger, parce que tu as pris un certain point de vue ou parce que tu as soutenu une certaine communauté ou une certaine idée, cette partie financière rentre en danger et c'est la raison pourquoi certaines personnes se dissocient ou justement ne réalisent pas ce qu'ils ont promis. Ou... Non, tu crois pas? Non, j'y réfléchis, j'écoute, j'y réfléchis pour ne pas dire... Par exemple, les exemples des sportifs. Tu avais dit, oui, est-ce qu'un homme noir, quand il a réussi, il se met toujours avec une blanche? Tu vois? On peut le dire parce que, justement, socialement, il arrive dans une autre classe sociale. Et dans cette classe sociale, il y a principalement des femmes blanches. Et c'est pour ça qu'il se met en couple avec une femme blanche. Ou peut-être que c'est consciemment qu'il se met avec une blanche pour ouvrir encore d'autres opportunités. Ou justement parce que s'il soutient quelqu'un de sa communauté, ça peut mettre certains business ou certains contrats en péril. Ouais. Tu sais, on avait eu Manassé, qui était avec ses collègues qui avaient fait des études de finance et qui disait, ouais, toi, c'est quel type de fille? Et que lui disait, moi, je les aime noirs. Et que ses collègues, ils étaient choqués. Ouais, mais cette génération est éduquée financièrement. Tu vois? Tu penses? Oui, les femmes africaines aujourd'hui sont éduquées financièrement. C'est pas nos mamans étaient plus assujetties aux finances de leur mari, etc. Mais aujourd'hui, nos femmes, nos sœurs, nos cousines sont... Mais je parle pas d'éducation financière dans le sens, je parle de force financière. Oui, mais quand je parle d'éducation financière, c'est qu'elles se sont construites aussi leur force financière. Tu vois? Elles sont pas... C'est pas parce que demain, elle est avec un footballeur que tout va dépendre de ce monsieur. Je trouve ça serait un peu réducteur pour elle, déjà. Tu vois? Alors pourquoi il n'y a pas plus de personnes, de sportifs afro qui sont avec des femmes noires? Tout simplement, je vais donner une réponse très terre-à-terre. Là, peut-être certains vont dire, ouais, il est trop terre-à-terre, c'est un peu bébête. Sportif de haut niveau, parfois, il est dans une sphère où il n'en voit pas. Tu as grandi dans une école de formation. Moi, par exemple, mon neveu, il est champion de Belgique d'escrime. Il y a 2 semaines, il a été champion de Belgique senior. Tu vas me dire, ouais, l'escrime, c'est le sport aussi à part. Mais quand je vais le voir, c'est le seul. Tu vois, il n'y en a pas d'autres. Donc, si demain, il me dit, ouais, j'ai rencontré une fille à l'escrime, ouais. Tu vois, c'était ton milieu, c'est le milieu où tu étais, où tu as grandi. Ouais, parce que sur les réseaux, en fait, souvent, il y avait des sportifs qui disaient que, en fait, nous, on veut les femmes noires, donnent mal à la tête, et puis il y a la pression de leur famille, financière de leur famille. Donc, et que de nouveau, on a une peut-être culture. pas arriver. J'ai vu, je crois, ce type de témoignage. Nous, on veut calme, on a besoin de repos, on a besoin de... Oui, mais toute famille a besoin de soutien. Demain, si tu n'as qu'une Asiatique, une Européenne ou une Américaine, si tes beaux-parents sont malades, tu veux aussi contribuer, tu vois. Maintenant, j'aime bien ta phrase que tu as dit, tout dépend du prisme que tu mets avec ta femme, même au niveau financier. Tu vois, si tu dis à madame, ok, toi tu t'occupes j'en connais sans être footballeur, tu t'occupes des enfants, les amènes à l'école, fais ton cabinet d'esthétique si tu veux, moi je te donne autant par mois, t'en fais ce que tu veux, tu vois, ou tu aides ta mère, ton père, tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas de contact direct, moi, avec eux pour ça. Et je veux pas que tu me mêles à ça, tu vois. C'est un prisme qui est clair dès le départ entre 2 personnes. Et la personne... Dans le niveau financier... Je trouve que dans notre communauté, les barrières sont vite. Ouais, mais demande quand même à ton mari, ou demande quand même à ton père. Ça, le prisme que tu as dit, je trouve ça vraiment incroyable. Non, mais non, moi j'ai un accord avec mon mari, je lui parle pas de ça. Et il y en a qui ne baillent pas ça. Mais Jimmy, il y en a qui ne baillent pas ça. Et moi, je pense que ces outrages ou tu vois, pas respecter ce que j'ai imposé dans ma sphère familiale, dans ma famille nucléaire, mais c'est parce que économiquement, on n'est pas encore puissant, on n'est pas encore... Après, je vais encore revenir sur l'historique. On n'est pas encore puissant, on est quelle génération, nous? Nous, on a... Mais on ne construit pas de wealth générationnel.
Tu vois? C'est ce que j'allais dire. Voilà. On est quelle génération? On est une génération où les parents sont venus étudier, chercher leur avenir. Tu vois? Certains, les parents sont encore là, certains ne sont plus là, mais est-ce qu'ils ont pu laisser un héritage, un legacy au niveau matériel, etc.? Pas encore. Mais je trouve que c'est même pas dans notre culture de faire ça. Aujourd'hui, si. Nous, demain, tu laisseras. Oui, nous. Te connaissant, tu as peut-être déjà même... oui, nous. Tu vois? Mais parce que j'ai eu un vécu de mon père qui a 19 enfants et... Oui, mais je veux dire... comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais... mais il y en a plus dans mon cas. Moi, j'ai un ami du même âge d'une autre communauté. Il a 6 maisons. Ses parents sont encore là. Il y a eu des legs, etc. Mais ils sont là depuis combien de temps, tu vois? Mais en fait, je pense que même quand, par exemple, nos parents sont là, en Afrique, dans leur terre de naissance... Ils aident autrui. Oui, mais là aussi, on aurait pu construire et se donner une comme tu as dit, legacy, une generation wealth qu'on n'a pas fait. Mais c'est nous qui commençons à le faire. Pour moi, pour devenir fort financièrement, d'abord, ça sera générationnel. Pas tout de suite. Et ensuite, avant d'être fort, il faut d'abord que ça soit dans une sphère micro, la famille, le couple, et puis devenir macro. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Mais donc, c'est plus appelé à notre génération d'être conscient de cette transmission générationnelle. De préparer la suivante. La suite. Ouais. OK. Bonne conclusion. On a eu d'autres émissions, l'amour et les relations. Hein? Mais bon, ça, on a vu tous les types de relations. Tout a été dit. Hein? Oui. On avait aussi eu une émission sur les hommes princesses qui était très ludique. Hein? On s'est beaucoup amusé. Hein? Okay. Mais il y a eu des points forts quand même chez les hommes princesses. Les émotions des hommes. Donc, tout à l'heure, tu as pu voir, je me suis moqué du pauvre Tyrese. Le pauvre. Alors qu'il faut déconstruire. Donc, ce serait pas mal savoir pourquoi les hommes, en général, et africains en particulier, ne montrent pas leurs émotions. Pourquoi il y a toujours cette étiquette où il faut rester fort et ne pas se laisser aller. Pas forcément en public, mais dans la sphère privée aussi. Ouais, parce que les hommes ne sont que des hommes avec un grand H. Ouais, mais parfois il faut montrer ses émotions, c'est aussi être un homme avec un grand H. Oui, c'est ça, tout à fait d'accord. Et pas toujours dans la colère, mais aussi dans la tristesse, le besoin. Mais donc là, sur ce sujet-là, il y a de la matière pour faire une émission. Il y a de la matière pour faire une émission, je pense. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire. Ouais. Parce que je pense souvent les hommes qui montrent leurs émotions sont vus comme étant insecure. Oui, ou faibles. Ouais. OK. Donc, première topic pour les prochains 4... Il va falloir trouver des clients. Hein. Je crois que beaucoup d'hommes vont venir. Ça. On va les trouver. Mais on aura d'office des pour, des contre. Voilà. On aura les femmes aussi qui parlent. Parce que moi j'aime beaucoup les hommes qui montrent leurs émotions. Voilà. Je trouve ça beau. Maintenant, je me sens plus à l'aise avec un homme qui montre ses émotions qu'un homme qui ne les montre pas. Voilà. Mais c'est mon goût. C'est mon goût. Hein. Ouais. Voilà. OK, premier topic, la fragilité des hommes. Premier sujet. Très beau sujet. Ouais. On avait aussi discuté... quand on a fait découvrir notre univers, qui on était, on avait eu un bon sujet sur peut-on rire de tout ? Ouais, ça, il faut vraiment l'élaborer. Surtout, est-ce que le rire aujourd'hui est encore le même qu'hier ? Je veux dire, je vois beaucoup de one-man show, one-woman show, où en fait, c'est le public qui fait le spectacle. La personne sur la scène se moque de quelqu'un dans le public, il reprend, etc. Oui, mais est-ce qu'on peut rire de toute situation, de tout. Je suis d'accord. Ouais. Et moi, je regarde Edgar Yves, je ne sais pas si tu le connais. Ouais, je vois. Il est aussi beaucoup dans les podcasts. Je vois. Et un moment, en fait, dernièrement, il parle de Dieudonné.
Dieudonné qui revient un peu sur la scène parce que maintenant, tout le monde se dit il n'était peut-être pas si antisémite que ça, vu le conflit Palestine-Israël. En tout cas, moi, on n'est pas là pour donner notre opinion, parce qu'en plus, j'en ai pas. Mais c'est très marrant comment il parle de Dieudonné qui s'est fait arrêter parce qu'il donnait encore une représentation, or qu'il est interdit, et il tire ça à la rigolade. Et puis de nouveau, est-ce qu'on peut rire de ça, de la façon dont Edgar Rive le fait, ou est-ce que justement c'est scandaleux parce qu'il a été condamné, il a été jugé parce qu'il a touché la sensibilité de certaines personnes. Lui aussi, est-ce que lui aussi, on peut rire de tout? Donc je trouve que ce sujet... Non, c'est un bon sujet, surtout dire la manière dont lui aborde le sujet, parce que du peu que j'ai vu de lui, c'est quelqu'un qui mène beaucoup l'intellectualité dans le rire. C'est quelqu'un de très intelligent. Son humour n'est pas toujours compréhensible de tout public. Tu vois, il manie bien l'ironie et l'intelligence. Tu vois. Très, très bien. Donc, est-ce qu'on préfère ce type de rire ou de comédie à d'autres. À d'autres. Moi, par exemple, ce que je déteste, c'est le mimétisme. C'est un rire que je ne supporte pas. Ouais. Que ça soit le mimétisme de l'arabe ou de l'africain ou de l'européen. Oui, je comprends. Quelle que soit la personne qui fait ça. Tu vois, mais bon, voilà. Ok, oui. Moi, j'aime pas l'humour noir. J'aime pas quand, par exemple, on rigole des handicapés ou de la pédophilie, etc. Ça, c'est moi, qui me fait pas, par exemple, pas rire. Mais je sais qu'il y en a qui en rigolent. Et de nouveau, voilà. Est-ce qu'on peut rire de tout? En parlant de ça, j'ai vu une très belle vidéo. Je crois que c'était en Belgique, un humoriste belge, et il avait une personne handicapée en chaise roulante dans son public. Et il est venu près d'elle pour faire des blagues, etc. Et je trouve que cette personne a eu une très très belle répartie. Tu vois? Oui. Il a dit de toute façon, l'humour soigne tout, ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. D'ailleurs, tout le monde l'a applaudi, parce que ça peut paraître choquant de venir se moquer d'une personne qui est infirme. Et je trouve que cette personne a vraiment eu du répondant. Donc, voilà. Non, mais voilà, c'est quelqu'un de nouveau qui peut-être... ça l'a fait rire et il est sensible à ça. Moi, ça me fait pas rire. Oui, je comprends. Donc, tu vois, alors que je suis... rire de tout. Voilà. Donc, mais je pense que là aussi, il y a à boire et à manger pour justement faire une émission. Très bien d'avoir un humoriste. Écoute, Edgar Rive, il est très, 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 très ouvert au podcast. Ouais. Maintenant, voilà, il est en France. Je sais qu'il était en Belgique parce qu'il avait fait le Cercle Royal. Il faudrait voir s'il est en tournée. Bon, on ne sait pas. Edgar Rive, si tu nous regardes, t'es le bienvenu. Lui aussi a beaucoup de débats sur... aimer les femmes blanches ou pas, parce que lui, c'est un homme noir. Il a une histoire assez extraordinaire, je trouve. Il a vu son papa était ambassadeur ou politicien. Oui. Et son père est décédé récemment, et donc depuis, il est sur tous les plateaux en boubou. Panafricanisme. Voilà. Mais son public est principalement blanc. Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il manie l'ironie, l'intellectualité avec de l'humour. Tu vois, c'est très... Oui, c'est subtil. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Ouais. Mais donc, voilà, un bon sujet. Peut-on rire du tout? Deuxième sujet. Oui, ça fuse aujourd'hui. Hein. Ça va vite. Je crois qu'on a... C'est parce ça fait longtemps qu'on n'a plus tourné. On avait envie. OK. Troisième sujet. La santé mentale. Et là, on revient avec Loki. Qui nous avait en toute honnêteté avoué qu'il était dans une grosse dépression. Ouais. Encore bonjour à lui. Et si tu veux venir, Loki, tu es le bienvenu pour nous parler en fait de ce sujet qui est quand même qui manque de conversation. On avait dit que c'était pas tabou, mais qui manque de conversation dans la communauté, en tout cas. Et c'est un sujet très étudié. C'est un sujet, je trouve, très pyramidal parce que au-dessus, on voit la dépression. Et dans cette dépression, est-ce que c'est issu d'un burn-out, d'un bore-out, d'un brown-out que tu ne connaissais pas, mais c'est aussi venu à jour. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est censé s'étudier et approfondi. Et les symptômes, par exemple, un des premiers symptômes, c'est la fatigue. Être sans cesse fatigué, le manque d'envie. Vouloir dormir tout le temps. On se demande, on est fatigué, on n'a peut-être pas d'énergie, pas de calcium, il nous manque des vitamines, mais non, des fois c'est déjà
le début. C'est très important. Et puis, dans certaines communautés, le manque de santé mentale, ne pas être sain mentalement, parfois, vous êtes juste qualifié de fou. C'est ça, on n'a pas le grade en fait. Le grade de dire que cette personne a juste besoin d'être soignée. Oui, ou la différence entre bipolaire, schizophrène, comme tu dis, dépression. Il faudra faire revenir la psy. Hein, oui, on verra. Si, comme on n'a pas vu son visage à cause du manque d'image, peut-être qu'elle voudra. Mais en tout cas, voilà, on peut déjà s'informer. C'est un bon sujet. Et surtout rendre le sujet discutable. Ouais, et voir quel sujet sera le starter parmi les trois. Dis, j'ai une petite question, moi. On ne parle jamais de sexualité. Est-ce que c'est parce que c'est tabou dans notre communauté qu'on n'a pas de sujet sur la sexualité? Une fois, je suis allé chez mes parents, ils étaient en train de regarder Agree to Disagree à la télé, donc j'ai pas... j'ai pas forcément envie qu'ils m'entendent. Non, c'est un sujet qui peut être... discuter, mais dans quel sens, dans quel terme, tu vois, c'est... Je pense qu'on peut y réfléchir. Je pense que ça... Est-ce que la sexualité est différente chez les Africains ou chez les Européens, ou nous sommes tous homo sapiens et nous avons les mêmes... Non, mais je parlerais plus du côté culturel. J'en dis déjà trop, hein, désolé. Non, culturel. Oui. Il y a une culture dans mais la non, parce que par exemple, je sais que chez nous, quand deux personnes s'accouplent, on dit que c'est pas juste un échange physique. L'énergie. Voilà. C'est très présent dans notre culture africaine. Donc, c'est la représentation de la sexualité dont tu veux parler, pas l'acte, forcément. Ah non, ça, je pense que c'est intime et que c'est propre à soi-même. Okay, c'est compris, parce que là, tu nous as fait peur. Là. Je m'étais déjà lâchée pour les hommes princesses. On ne veut pas être censuré. Non, mais c'est vrai, la représentation n'est pas la même selon les cultures. Tu as tout à fait raison. Et je pense que le fait que ce soit tabou, nos parents nous ont dit on ne parle pas de ça, on n'en discute pas, mais du coup on n'a pas compris la représentation ou les impacts. Faut aller à l'église. Mais je ne pense pas que c'est l'église. La spiritualité, c'est pas toujours l'église. Mais c'est vrai que il y a des cours d'éducation sexuelle à l'école ou autre, et c'est un sujet comme un autre qui mérite d'être appris et parlé. Voilà. Et pour moi, je pense que le côté spirituel, notre côté culturel qu'on lui donne, la place qu'on donne dans notre culture, n'est pas assez compris et connu à cause du fait que ce n'est pas discutable. Non, c'est vrai. Or que quand tu comprends qu'on ne peut pas s'accoupler avec tout le monde parce qu'il y a un échange d'énergie, un échange etc., les chances, les malchances. Voilà. Est-ce que tu le sens déjà quand tu rencontres la personne? Je sais pas. Je pense que tout ça peut être élaboré. Oui, c'est ça, effectivement. Mais je pense que si tu es conscient de ça, tu vas être plus attentif aux signaux quand tu rencontres la personne. Ouais. Un bon sujet, pourquoi pas? Bon, en tout cas, on a déjà nos 3 sujets. La fragilité de l'homme. Est-ce qu'on peut rire de tout? Et puis la santé mentale, et principalement, ou plus spécifiquement, chez l'homme noir. C'est ça. Allez, l'homme noir. L'homme en général. Avec un grand H. Avec un grand H. Écoute, ça m'a fait plaisir de être ici. Ça fait plaisir de te revoir. Hein? On discute. Pas vu pendant très longtemps. Mais oui. C'est toujours un plaisir. Tu n'as pas changé. Ah, toi non plus? Et surtout, la relation n'a pas changé. Mais non. L'énergie, on parlait d'énergie. C'est le plus important. Ça se raccroche vite. Maintenant, on doit trouver le temps parce qu'entre mes émissions radio, le podcast, les cours, le travail... Ben oui, parce qu'on te voit un peu partout, mais je sais que c'est ici que tu préfères être avec moi. Merci beaucoup à tous nos auditeurs, téléspectateurs. Voilà, likez, mettez des pouces. Hein, et vous avez la raison pour laquelle nous n'étions pas là maintenant, donc il ne faut plus nous en vouloir. Et attendez-vous au changement à venir. Aussi. Voilà. Mais on reprend du service. On est reparti. Merci. Back again. Bye bye.